Il y a des traces de pas où ils sont pieds nus ou en chaussettes, il n'y a pas les traces de chaussures. 2 victimes ont le crâne fracturé, 2 côtes cassées, l'un d'entre eux il lui manque la langue, 2 autres il leur manque les 2 yeux. Il y a des vêtements avec des niveaux de radiation, on ne comprend pas pourquoi. Ravi de vous retrouver sur BTLV pour un affranchi de l'info un peu particulier consacré ce soir au dossier inexpliqué. Durant 2 heures, vous allez frissonner de plaisir en découvrant des histoires qui mêlent à la fois étrangeté, énigmes, irrationnel et mystère. Comme toutes les semaines, on est en direct sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, sur BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Pélanca. Les dossiers inexpliqués, pourquoi ils nous fascinent tant? C'est une question à laquelle les affranchis de l'info et de BTLV vont tenter de répondre, à commencer par François Lémier et Thierry Penin. Salut les garçons. Salut Bob. Salut. Ravi de vous retrouver comme toutes les semaines, fidèle au poste ici, bien sûr, comme d'habitude, vous allez pouvoir commenter tout ce qui va être dit. C'est François qui relaiera vos questionnements, vos analyses et vos commentaires. C'est Madame Chopin qui est avec nous également, la Reine-Mère. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Bob. Ça va bien? Ouais, jamais sans mon mari, donc mais il est toujours là, docteur en philosophie. Pour ça, moi. Un jour, il fera un enfant, vous verrez. Hein, donc voilà. Ça va, mon Mathias? Ouais, ça va très bien. C'est vrai? Ouais. Bon, alors, on parlera de ton émission qu'on poste ce soir sur BTLV sur le conspirationnisme aux États-Unis tout à l'heure. Et puis, quand on parle de dossier inexpliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement que d'avoir un grand témoin qui n'est autre que Jocelyn F. Keller. Salut, mon Jocelyn. Salut Bob. Ravi de t'accueillir. Alors, lundi, mercredi, le mec est oui, donc voilà, et ce week-end, je crois que je vais dormir dans le studio. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Écoute, en tout cas, on est ravis de t'accueillir pour ces dossiers inexpliqués. Je disais en préambule, ils nous fascinent tant. Est-ce que tu as une réponse? Pourquoi ils fascinent? Mais en fait, la réponse, tu l'as donnée dans ton introduction. Ce sont des histoires. C'est ça. Voilà. D'accord. Et les gens adorent les histoires. Et alors justement, on a posé la question sur Twitter, on a un sondage comme toutes les semaines pour savoir ce que vous pensez de ces dossiers inexpliqués. Voilà, pourquoi les dossiers inexpliqués de Jocelyn F. Keller vous fascinent-ils? Leur côté mystérieux, 80%. Histoire de gens normaux, 8,6%, parce que c'est vrai que ce sont des choses qui arrivent, oui. Ce sont des faits divers souvent, et toujours pas de réponse. C'est souvent effectivement des gens ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. Et alors sur YouTube, c'est à peu près pareil, vous allez voir, c'est le sondage que nous avons posé avec la même question. Pour leur côté mystérieux et irrationnel à 68%, 11% des gens normaux et 21% parce qu'on n'a toujours pas d'explication. C'est ça qui est très intéressant dans les émissions que tu fais sur BTLV et dans tes bouquins, hein, puisque je rappelle quand même que t'as des bouquins qui sont, et c'est de ces bouquins qu'on en a fait l'émission, des dossiers inexpliqués et même des affaires étranges. En fait, tu donnes pas de réponse. Ce qui est intéressant, c'est toujours l'ouverture, c'est-à-dire que tu parles d'un truc. Alors moi, ce que j'adore quand tu viens ici, c'est les possibilités. Bah, c'est toujours la même chose. Tu as des histoires dont on ne connaît pas l'explication. Donc moi, j'ai pas la prétention d'apporter. Je vais apporter des hypothèses. Je vais déjà balayer toutes les hypothèses qui sont exclure parce que ça fonctionne. Bien ça sûr. Fonctionne pas parce que ça tient pas la route. Et puis après, je vais essayer d'en retenir une ou deux qui ont l'air un peu plus plausibles. Mais c'est tout. Après, j'ai pas la prétention, franchement. Enfin, je trouve que arriver et dire, bah voilà, moi je peux t'expliquer tel mystère, je sais absolument ce qui s'est passé, non. Toi, en fait, qu'est-ce qui te fascine dans la quête? C'est pas forcément la réponse, c'est le fait de chercher aussi, peut-être un peu à la Agatha Christie. Oui, alors il y a 2 choses. Il y a la curiosité, parce que toute histoire inexpliquée, forcément, ça attise la curiosité. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, ouais, tu l'as dit, c'est ce côté enquête. Enquête. Alors, on est très très loin de l'enquête policière. Hein. Ouais, bien sûr. Quand tu interroges des policiers, enfin sur leur démarche et leur méthode, on est très très loin de ça. Moi, en plus, je me présente un peu comme un historien. J'ai plus une démarche d'historien, c'est-à-dire je vais prendre tous les documents, tout ce que je trouve. Et parfois, je me rends sur le terrain, pas toujours. Parce que je travaille aussi avec des gens qui vont sur le terrain, et moi je regarde ce qu'ils remontent du terrain, et après je prends tout ce qui existe, et j'essaie de tout remettre à plat, et de pointer du doigt ce qui va et ce qui va pas. Les incohérences. Et c'est là où il y a un travail d'enquêteur qui est assez jouissif, parce que quand tu mets la main sur un petit détail en disant mais ça là, ce truc là, ce petit machin, là, soit ça fiche en l'air toute une hypothèse, soit au contraire ça t'emmène vers une nouvelle voie. Et ça c'est rien que pour ça. C'est un vrai bonheur. Il n'y a pas de frustration à pas forcément trouver.
Non, pas tant que ça. Enfin, il y a une sorte, parfois, si, il y en a une, parce que tu t'aimerais quand même vraiment savoir Au bout d'un le moment, fin t'as mot envie de d'avoir, l'histoire. Mais en même temps, le plaisir, il est aussi dans la recherche et dans la... Et dans ce... Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand je découvre une histoire, j'essaie de me l'approprier. Et se l'approprier, ça demande beaucoup de temps et d'aller plus loin que les autres. Voilà, c'est ça. Mon petit plaisir, c'est d'aller un tout petit peu plus loin que les autres. Et si j'arrive à trouver un petit élément, un petit truc... On avait fait l'histoire de Donnie Decker. Tu te rappelles, l'homme chez qui arrivait à déclencher de l'eau, enfin de la pluie. Ouais. Et moi, j'avais un peu regardé les cartes et j'avais vu que la maison dans laquelle ça s'était passé était à côté d'un fleuve. Ça n'avait été dit nulle part. Mais ça, il fallait regarder Google Maps pour le voir. Alors, je dis pas qu'il y a un lien, mais on sait qu'à chaque fois que tu as une maison à côté de l'eau, il se passe toujours des trucs. Donc voilà, Bon, mais des petits détails comme ça, j'aime bien. C'est ce qui est intéressant aussi, donc effectivement, et ça rejoint un peu la philosophie de BTLV, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vérité, il n'y a que des pistes de réflexion et de questionnement. Et ce soir, les uns et les autres vont vous compter, avec l'aide bien sûr de Jocelyn, des dossiers inexpliqués. On va d'abord regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors ça fait 2 fois qu'on n'arrive plus à diffuser sur Facebook, c'est-à-dire que ce soit lundi et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas parce qu'en fait la machine nous dit que c'est en diffusion, mais on n'apparaît pas sur Facebook. Alors soit on est marabouté, et je me demande si ça vient pas de Madame Chopin, qui depuis quelque temps quand même est un peu marabouté, vous savez, donc je me demande... Absolument, mais ça se décoince, ça se décoince. Ouais, Alors, ça se décoince, mais quand même, c'est encore bien coincé, hein, quand même. J'ai cru entendre que Facebook allait arrêter les lives. Ah, Je le dis oui. juste, c'est à vérifier, je le dis sous D'accord. toute réserve. Tout de suite, les soupçons Alors se ils auraient portent pu sur nous prévenir moi, parce que visiblement ils ont commencé. Mais ils préviennent, voilà, parce que donc, c'est un message. Moi j'ai reçu un message de Facebook. Ouais. C'est pas un truc qui traîne, Alors, c'est un message c'est un de message de Facebook. Facebook. D'accord, donc c'est peut-être pour ça qu'on ne peut plus diffuser sur Facebook voilà, et c'est c'est un réglé. peu dommage parce que Ah oui. on avait beaucoup de monde et c'était l'occasion pour vous de partager, mais c'est pas grave, c'est quoi? Rabattez-vous sur Twitch, c'est un nouveau réseau social qui cartonne, voilà, et sur lequel on a de plus en plus d'abonnés et inscrivez-vous, abonnez-vous à Twitch parce que bientôt on fera une petite revue de presse le vendredi avec François spécifiquement pour Twitch. Alors justement, Twitch et YouTube, donc Voilà. François. Donc sur YouTube, il y a Denis Jocelyn, très bien, j'aime bien car il a du recul. Une question pour Bob. Oui. Pourquoi tu dis plus tu avances et moins tu sais? J'aimerais bien savoir si tu t'es fait ton avis sur la vie après la vie. Je suis abonné et vous êtes tous géniaux. Non, alors j'ai aucune... Alors, effectivement, plus je pose de questions, moins j'ai de réponses, parce que de toute façon, j'ai tellement de réponses différentes qu'il est très dur. Et après, je pense que c'est propre à chacun. Il y a des gens qui vont ici peut-être avoir une philosophie face à la mort. Moi, j'en ai une autre, mais en tout cas, c'est pas de moi dont il est question ce soir. Mais voilà, je n'ai pas de réponse absolue. Et c'est ce que je dis, je n'ai pas de vérité. Tant que je n'ai pas de vérité, je continue BTLV. Le jour où j'aurai une vérité, je ferme. Parce qu'en fait, Tu fais un peu comme Jocelyn en fait. À chaque fois, il y a une hypothèse éventuellement possible qu'on enlève, surtout. mais c'est comme pour les ovnis, si demain les extraterrestres ils viennent et qu'une fois que j'aurai fait l'interview en exclusivité, voilà, j'espère la faire, après je ferme BTLV parce qu'en fait BTLV n'est qu'une chaîne de quête et d'enquête, donc voilà. Et de questionnement. Et de questionnement, donc Très philosophique tout ça. bien sûr, mais je suis un peu philosophe, ça. Il est socratique, comme dirait Socratique, voilà. Monsieur Leboeuf. JFK est une référence que je cite à chaque fois. C'est documenté, sourcé et neutre. Il donne toutes les possibilités sans prendre parti, même celles qui ne croient pas. Oui, ben, c'est ça. Bien sûr, ouais. Il faut envisager Ah oui, toutes les... c'est bon, ça remarche sur Facebook, comme dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas payé Zuckerberg, là? Le mec, c'est ça, les mecs, il fait la gueule ou pas? Donc, voilà. Bon, alors, on va commencer avec un gros sujet, 2 gros sujets, et les spéculations qui vont en découler. Deux sujets qu'on a abordés sur BTLV, le col Dyatlov et le MH370. Absolument. Le col Dyatlov qui tient son nom du chef de groupe qui a emmené 9 randonneurs sur le mont Kolat en Russie qui ont trouvé la mort dans la nuit du 1er au 2 février 1959. Et là, que s'est-il passé? Eh bien, l'absence de témoins oculaires donne lieu à pas mal de supputations. Les corps ont été retrouvés dans un rayon d'1,5 km du camp de base. Les tentes ont été déchirées de l'intérieur. Il y a des traces de pas où ils sont pieds nus ou en chaussettes. Il n'y a pas les traces de chaussures. 2 victimes ont le crâne fracturé, 2 côtes cassées. L'un d'entre eux, il lui manque la langue. 2 autres, il leur manque les 2 yeux. Il y a des vêtements avec des niveaux de radiation, on ne comprend pas pourquoi. En tous les cas, beaucoup de supputations. Alors les autorités soviétiques avaient d'abord conclu à une force irrésistible et inconnue, et puis avaient classé l'affaire. Mais le 31 janvier 2019, le parquet général de Russie
réouvre le dossier et là, envisage un ouragan, une avalanche ou un crime. Enfin, ça n'explique pas les yeux, la langue arrachée et tout machin. Attends, on n'a jamais vu ça avec un ouragan. Quoi. Exactement. En tous les cas, sur les 75 hypothèses, ils retiennent plutôt la mauvaise visibilité et l'avalanche. Et donc la langue aussi, les yeux qui sont crevés. Donc, Ça, j'ai une explication. Ouais, dans les supputations... Oui, pourquoi on a invité Jocelyn Keller. Dans les supputations, en fait, sur les yeux arrachés, la langue qui disparaît... Est-ce que tu peux redire supputation? Parce que dans ta bouche, j'adore. Hein. Oui. Je voudrais pas non plus que la température monte trop vite. On a encore 2 heures d'émission à tenir. Et c'est que le début. Et ça n'est que le début. En fait, ce serait possiblement un animal. Est-ce que tu confirmes? Oui, on pense qu'en fait, les yeux arrachés, alors c'est des détails un peu macabres, les yeux arrachés, la langue, etc., c'est plutôt des animaux qui ont retrouvé les cadavres. Après. Parce que les corps n'ont pas été retrouvés tout de suite. Et entre le moment où le drame est arrivé et le moment où on a retrouvé les corps, c'est très possible, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est très possible que ce soit des c'est vrai que les oiseaux peuvent... Parce qu'il n'y a aucune trace d'agression. Il y a eu aucune trace d'agression. C'est pour ça qu'ils ont éliminé la trace du crime. Ouais. Et puis, il y a eu des boules oranges qui ont été observées. Les tentes étaient quand même déchirées de l'intérieur. De l'intérieur. Alors, ils étaient tous dans la même tente, qui est une grande tente. Et ils ont effectivement... on a retrouvé la tente déchirée de l'intérieur, ce qui veut indiquer que tous les randonneurs ou une partie étaient dans cette tente et sont partis très très vite. Ouais. Mais en même temps, quand on regarde les traces de pas, on a l'impression qu'ils sont partis en file indienne et assez, entre guillemets, calmement. C'est-à-dire qu'on ne sent pas une fuite éperdue. Là, il y a une photo du Mais il y Cambodge. a des contradictions dans ces... Ouais, voilà, c'est bizarre, on voit effectivement une photo. Il y a beaucoup de Il y a controverses. des contradictions parce que, comme tu l'as dit, certains étaient habillés, d'autres pas, sont partis avec ce qu'ils ont trouvé. Donc, il y a un côté précipité. Est-ce que l'excès de vodka a été une hypothèse Alors, il y a eu des autopsies. Ils avaient pas c'était une randonnée de plus de 3 semaines. Ils n'avaient pas d'alcool avec. D'accord. Ils ont été retrouvés morts. Ils avaient apparemment... ils sont morts 6 à 8 heures après avoir mangé. Donc c'est pour ça qu'on voit que c'est dans la nuit. Il y a aussi des boules oranges qui ont été observées dans le ciel. Et d'ailleurs, leurs corps, lors des funérailles, avaient une couleur un peu brunâtre. Donc ça a aussi beaucoup perturbé. En tous les cas, ce qui a semé le doute, c'est ces forces spontanées irrésistibles. Alors là, c'est-à-dire, justement, c'est pour ça, c'est les fameuses boules. Voilà. Donc est-ce que là, il y a encore un peu plus d'éclairage? Alors, sur la qualification de l'enquêteur à l'époque, effectivement, il a parlé de force irrésistible et les médecins ont comparé ça à des blessures comme lors d'un accident de voiture, mais des blessures internes. Oui. Voilà. C'est ça, avec tous les organes écrasés. à l'intérieur de ton corps. C'est ça qui les a préoccupés. Non, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est la différence déjà de conclusion entre 1959 et 2019. Et 2019. 2019, on revient vers un schéma beaucoup plus classique qu'est l'avalanche. Ouais. Alors, si vous voulez qu'on parle rapidement de l'avalanche, parce que en fait, l'actualité, elle est autour de ça en ce moment. Mais une avalanche, la neige aurait été peut-être bouleversée. Alors, on a vu la photo tout à l'heure de la tente. C'est bouleversé. On peut la revoir, on est sur une colline. En régie, je demande. Le mont. Alors, on n'est pas en haute montagne, on est sur une sorte de colline. Il y a 2 choses qui sont dans cette histoire qui sont un peu étranges, c'est que s'il y avait une avalanche, je pense que cette tente aurait été entièrement ensevelie. Oui, parce qu'une avalanche, c'est 2 mètres de neige. Et on sait qu'il a neigé aussi entre le moment... Il neigeait pas quand les sauveteurs sont arrivés, mais ils sont arrivés 3 semaines après. Ouais. Et on sait que par contre, il a neigé entre le moment du drame et le moment où les sauveteurs sont arrivés. Donc c'est la neige qu'on voit sur cette tente. Voilà. D'accord. Ensuite... Moi, je veux bien admettre cette histoire d'avalanche parce que au départ, j'étais assez dubitatif, mais je me suis un peu renseigné et les dernières déclarations de scientifiques helvétiques qui ont travaillé sur des simulations montrent qu'on peut avoir une avalanche sur un terrain très plat, enfin en tout cas peu pentu. Ah ouais? Ouais, et tu peux avoir un énorme masse de neige qui se déplace doucement et qui vient écraser et qui peut provoquer des blessures graves. Oui, par exemple le crâne fracturé, là ça pourrait se donc ça, je ne remets pas en cause, ce sont des spécialistes de la montagne, etc. S'ils le disent, c'est que c'est vrai. En tous les cas, ce qu'ils disent, c'est que les fractures sur les corps ne sont pas d'une force humaine. C'est pas possible. Après, s'il y a une avalanche, le souffle, c'est comme une explosion. C'est-à-dire que tu ne meurs pas de la bombe, tu meurs du souffle. Une avalanche, quand ça arrive, ça te broie tout par le souffle. Donc après, si ça avait été une forte avalanche, la tente, elle aurait été embarquée. C'est ça qui est un peu... Pas forcément, mais je pense qu'on aurait peut-être retrouvé au moins un des randonneurs sur place. Or, ils ont tous été retrouvés, les 9, à 200, 500, 600 mètres de là. Éloignés les uns des autres. Oui, jusqu'à 1,5 km du camp du camp de base. Donc ça montre bien qu'ils sont tous partis. Dans des directions différentes. Donc c'est pas l'avalanche. Même s'il y a eu avalanche, je veux bien admettre qu'il y a eu une avalanche et que c'est ça qui les a effrayés au point de fuir. Mais c'est pas l'avalanche qui les a tués. Voilà, c'est ça. Donc après, il faut imaginer un autre scénario pour comprendre comment ils sont morts. Après, effectivement, c'est-à-dire que si tu as peur de l'avalanche et que tu te tires, après,
Ils sont peut-être morts de froid. Alors ils sont pratiquement tous morts de froid. Il y a que ceux qui ont quelques fractures très graves. Et au départ, on avait tous dit qu'ils étaient morts de froid. Là, on revient un peu dans les dernières déclarations de 2019-2020. Il est question que 2 ou 3 seraient morts de blessures, mais pas de blessures d'agression, quoi que ce soit, de blessures. Mais on pense qu'il y en a 1 ou 2 qui ont essayé de grimper à un sapin, enfin en tout cas à un arbre pour échapper à quelque chose. Et il serait sans doute tombé de cet arbre et c'est là où il serait Il y avait eu aussi l'hypothèse que les autochtones les auraient agressés parce qu'ils étaient sur leur territoire. Néanmoins, ils n'ont retrouvé aucune autre trace de pas que celle des randonneurs. Il y a effectivement un peuple autochtone qui s'appelle les Mansi qui habite là, mais alors les premiers... Mais il n'y a pas de sang autour du... Non, les premiers étaient à plus de 50 km de là. Ils ont jamais dit qu'ils avaient été sur place. D'ailleurs, pour eux, c'est une montagne sacrée sur laquelle il ne faut pas aller. Donc il n'y avait aucune raison qu'ils y aillent. Et on a retrouvé le campement en parfait état. C'est-à-dire qu'à la limite, ils auraient pu effectivement les attaquer pour leur piquer à manger, ou des montres, les objets. Enfin, on a tout retrouvé. L'appareil photo, enfin tout. Tu parlais de chercheurs helvètes qui avaient fait des simulations. Dans un cas comme ça, qui cherche, qui missionne la recherche là c'est les autorités Alors, non, c'était pas vraiment une mission officielle. C'était... Alors je ne sais plus comment c'est arrivé en Suisse, mais le scientifique le disait, lui il ne connaissait pas du tout le dossier, quelqu'un lui en a parlé, il a dit tiens ça m'intéresse parce que c'est un exercice quelque part, c'est un travail pour faire travailler ses algorithmes, etc. Et donc ils ont travaillé là-dessus, sur les données disponibles. D'accord. Et sinon c'est en Russie. Sinon ça s'est passé qu'en Russie. Donc là il y a une enquête du... Alors l'enquête a été rouverte il y a justement, comme l'a dit Sandrine, il y a quelques temps, et elle a conclu plutôt à cette piste d'avalanche. Mais il n'y a pas de scénario. C'est les autorités publiques qui enquêtent en fait. C'est la police russe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça donne libre cours en fait à tous les scénarios possibles. Alors il y avait bien évidemment aussi, et tu l'évoquais, la disparition du vol MH370 le 8 mars 2014, décolle de Kuala Lumpur, un Boeing 777 avec à son bord 239 passagers, dont la plupart des ressortissants chinois. Il y a 2 émissions, que ce soit sur le Dyatlov ou MH370, à votre disposition sur btlv.fr avec Jocelyn, et c'est très fouillé avec des invités, etc. Donc, Alors là, plusieurs pistes ont été lancées, mais il y a a priori qu'une seule enquête française qui aurait été vraiment menée sérieusement, avec l'intuition quand même que le FBI il est mené un peu en bateau. Donc après 3 thèses officielles qui avaient été retenues, à savoir le survol de la Malaisie, l'avion ayant fait un demi-tour, ou bien l'extinction d'un des transporteurs, du transporteur. Et là en fait, transpondeur, pardon. Excusez-moi. Et là, en fait, Florence de Changy a mené une enquête pendant 7 ans et elle démonte en fait ces arguments, parce que pour elle, il n'y a vraiment aucune preuve. Elle était avec nous dans l'émission, Florence de Changy. Oui, elle est intervenue il y a plusieurs, c'était il y a 3 ans, je crois. Journaliste au Monde. Hein. Ouais, elle avait fait, elle était avec nous pendant l'émission sur les MH. Oui, alors c'est pour ça que ce sujet revient effectivement dans l'actualité aujourd'hui. D'abord parce qu'on vient de fêter presque quelques jours près les 7 ans de la disparition de l'avion, c'est quand même, le temps passe vite. Et puis deuxièmement parce qu'il y a ce livre de Florence de Changy. Oui, alors je suis en train de travailler dessus avec mon ami Gilles Diars. Enfin, c'est plutôt, je vais lui rendre hommage parce que c'est plutôt lui qui travaille dessus, parce qu'il a lu la version anglaise avant la version française. Contrôleur aérien. Hein. Voilà, et il connaît très très bien le sujet. Il a écrit, à mon avis, le meilleur bouquin qui existe sur les MH370. Et il y travaille depuis la disparition de l'avion. Et donc, il a pris le livre, il l'a lu page par page, ligne par ligne. Moi, je suis passé derrière, j'ai discuté avec lui, j'ai écouté tout ce que Florence de Changy a pu raconter dans les médias, les articles qui ont été faits, etc. Et je pense que là, on va peut-être un peu synthétiser nos approches respectives qui se rejoignent pour essayer un peu d'apporter une contre-analyse. Mais là, en termes de spéculation, il y en a eu plein. C'est-à-dire qu'il y a eu le missile étranger, la bavure américaine. En 2015, j'avais écrit dans les dossiers inexpliqués numéro 2, j'avais fait un chapitre. Le premier chapitre était sur le MH. Et j'avais déjà au moins une dizaine ou une douzaine d'hypothèses possibles. Et l'hypothèse de la nouvelle, enfin, l'hypothèse de Changy, ouais, c'est ça. Alors, ça serait les Américains qui auraient en fait œuvré à. Alors, il y aurait eu dans l'avion une cargaison qu'ils auraient voulu récupérer. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Ils ne voulaient en tout cas pas voir arriver en Chine, parce que l'avion reliait la Malaisie à la Chine. Et donc, il serait intervenu avant. Probablement avant qu'il arrive en Chine, donc plutôt entre la Malaisie et le Vietnam, pour faire disparaître l'avion. On ne sait pas vraiment trop comment. À cause de sa cargaison. À cause de cette cargaison, ou en tout cas en essayant de la raisonner. La raisonner, ça veut dire en fait l'obliger à atterrir quelque part.
Et puis, bon voilà, ça c'est la théorie de Florence de Changy. Je rentre pas dans le détail parce que c'est très long. On va peut-être Ouais, refaire une émission on fera complète peut-être avec une émission Florence là-dessus. et j'ai le dire parce que c'était la première, on l'a fait. Moi, avec voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a énormément de points qu'elle aborde qui sont extrêmement discutables. On va dire ça comme ça. Le problème, c'est qu'effectivement, on est dans les spéculations, Ah c'est-à-dire bah que tout le monde y va des ciels, etc. Après, on n'a rien retrouvé de cet avion. Parce qu'à un moment donné, on avait dit qu'à la Réunion, Oui, on a allait retrouver des un morceaux. bout de carlingue et tout On a trouvé des mais morceaux. sauf que les morceaux, mon beau-père étant pilote, ancien pilote, me disait que parfois tu peux avoir un numéro commun à plein d'avions et plein de morceaux d'avions. Donc, Oui, C'est alors, pas forcément celui-là. Je sais pas, mais Et c'était pas forcément- il y a eu débat en tout cas sur les numéros de série qui étaient sur les Oui, morceaux c'est retrouvés, ça, donc, savoir si c'était vraiment celui c'est du ça, MH ou pas. c'était pas si clair Voilà, que ça. voilà. Quoi. Moi, j'ai entendu aussi une personne qui disait que des personnes avaient vu des équipes amener justement des morceaux d'avion bah, sur la plage. On c'est en a une- discuté c'est une un peu rumeur, avec c'est une Joslan, rumeur, ça. comme s'il fallait... Il fallait donner une explication. Parce qu'il y a aussi une voilà. théorie, c'est on a pris l'avion, on l'a fait atterrir, on l'a raisonné, et on a fait disparaître les gens, c'est-à-dire qu'ils se sont bloqués quelque part, prisonniers, machin, tout ça. Il y a aussi cette théorie de... Oui, voilà. oui, non, mais il y a plusieurs Ou de la théories en porte circulation dimensionnelle, il y a eu ça aussi. que l'avion c'est-à-dire que- a vraiment atterri quelque part, il s'est pas craché ou il n'a pas été shooté en l'air ou quoi que ce soit. Qu'après les passagers, on ne sait pas du tout ce Ouais, mais qu'ils ça sont se retrouve devenus. un avion avec des satellites, avec... Non, mais attention, Bah, c'est dans une zone très, très éloignée de tout. C'est vraiment très compliqué. Est-ce que tout bêtement on dit que souvent hein, quand il y a un crash d'avion, quand il y a un problème d'avion, c'est à plus de 90% la faute de l'homme, c'est connu. Est-ce que ce serait tout simplement peut-être juste le problème dans Le pilote, quoi. dans le cockpit quoi, Oui, qui- en tout cas, moi, c'est une piste que j'ai envie de privilégier. Je dis pas que c'est la seule, parce que aujourd'hui, personne ne sait ce qui est arrivé à cet avion. Ouais. Donc, quelqu'un qui arrive en disant, Oui, moi je évidemment. sais, non. Moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que tous ces endroits-là, quand même, qui passent au-dessus de la mer, c'est toujours un peu flippant. Tu te dis quand même, si t'arrives un truc au-dessus de l'océan, Mais moi, on m'avait des mecs qui arrivent. Bon, déjà, moi, je prends toujours mon maillot de bain. Donc, je vais être prêt. Mais quand même. Et t'as boué Voilà, et Mais- ma bouée, donc, et Gilles m'avait expliqué qu'en fait, on a l'impression que quand on fait un vol, par exemple Paris-New York, qu'à tout moment, on sait où est l'avion. Mais c'est pas vrai. Ouais, En fait, j'ai- il y a c'est des ce que- moments, il y a des extrapolations. c'est ce que Et j'allais alors, je suis dire. pas, voilà, je suis pas ouais. spécialiste et il le raconterait mieux que moi. Mais en tout cas, il y a des moments où l'ordinateur, enfin, on sait à peu près, vu la trajectoire Il qu'il va calcule, emprunter, en fait, à peu près l'endroit où il doit probable. être. Voilà. Ce que tu vois sur Flight Radar, par exemple, qui est une appli très populaire où on peut voir les avions, en fait, sont souvent des extrapolations de là où doit être normalement l'avion. Ouais. Tu viens de dire un truc fou, mais tu viens de dire aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qui s'est passé sur cet avion, Non. alors que ça fait 7 ans Ouais. et que des tas d'agences, des tas d'enquêteurs Et de privés pays, hein, et de pays c'est ça. enquêtent. Trois pays. Et Dont les- ça veut dire que Dont la France, puisque on avait des quelques ressortissants. passagers Et français. comment c'est possible ça? C'est-à-dire que qu'il y ait aussi peu d'informations sur un sujet qui est autant couvert. Bah, ça fait partie du mystère. Ou alors il y a eu de Je l'information, vote en elle a touche. été cachée. C'est-à-dire Ah, que bah, si, voilà, il y a ça, un ouais. problème. Il y a des Peut-être qu'il y a de la désinformation qui fait que c'est hyper complexe Ouais. à résoudre aussi. c'est dingue. Une sorte de... Bon, ce ne sont que là les 2 premiers dossiers inexpliqués que nous abordons. Et ça alimente déjà les bah, discussions. chacun, tu peux en parler toute la nuit. Mais bien le sûr, MH, mais c'est ça qui est 370, génial. Donc c'est c'est pour ça que tu les fais sur BTLV parce que c'est riche. François, les réseaux. Avec Fleur qui... Bon, le Québec est en beaucoup de Québécois ce soir et de Québécoises. Il y a également Mister Kyle qui dit « Cette histoire a été débunkée par rapport au col de Dyatlov Ouais. Donc la personne a mal lu l'article parce qu'il dit que l'histoire a été débunkée par un spécialiste suisse qui a conclu à une avalanche. C'est souvent Oui. le problème, les Mais gens ce disent qu'on a trop dit vite tout à les l'heure. informations. Non, c'est Alors, déjà, il a le mec là Ouais. qui vient de dire, il a pas écouté parce qu'on l'a évoqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Non, faut mais pas arriver au dernier je moment, comprends quoi. pourquoi cette personne Ouais. dit ça, parce que tous les médias, Ouais. suite à l'étude des scientifiques De janvier, suisses, là, ouais. voilà, ont tous conclu c'est bon, l'affaire est résolue. Et moi, j'avais fait un article pour dire, bah non, c'est effectivement, je veux bien admettre cette histoire d'avalanche, mais ça n'explique pas vraiment de pourquoi, comment ils sont morts, etc. Donc- En fait, là, c'est plus les médias. Mais Ouais. je comprends cette réaction. Il y a Vincent, ce soir, je ne dis rien sur Sandrine Chopin, ma copine est sur le chat. Attention. Il y a Denis. Il faut, par rapport toujours au col de Dyatlov, beaucoup de réactions. Il faut savoir que les animaux s'attaquent toujours au point mou du corps en premier, aux orifices naturels. Tous les légistes savent cela. Ça me rappelle des choses. Non, mais c'est vrai pour les. T'as des Ah, points bah, de toute mous, façon. Bob. Ah bon? Non, pas moi. Non, mais les yeux et la langue arrachée. Bah oui, souvent, mais les animaux, les oiseaux, les machins. Bah oui, c'est ce qu'ils mangent en premier. Mais bien sûr. sûr. Donc voilà. Une question, oui, pour une question. Alors, j'ai pas très bien compris la question. C'est Bah, une tu l'as question- essayé de la comprendre et puis tu nous la donnes Non, après. non, mais je vais la donner. Non, mais c'est clair. Moi, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais c'est très clair.
Là, c'est toi qui l'es plus. Et c'est toi qui m'as interrompu. Donc une question pour Jocelyn. Qui a mis le zouzou de Rasputin dans le bocal à cornichons? Car son corps était incinéré. C'est une énigme, ça? Voilà. Je sais pas si D'accord, ça bah dit quelque écoutez, vous chose. savez quoi, on va plancher dessus, et puis voilà, on fera un papier, un truc. Rasputin, machin. c'est toi dans la Russie? Rasputin, on avait fait une très belle émission ici avec Claude Ars. Hein, Ouais, c'est Claude Ars, le spécialiste. Claude Ars, qui est un spécialiste. Exactement. Il y a l'émission est à votre disposition sur BTLV. Alors, je le disais en début d'émission, Jocelyn est toute la semaine sur BTLV. Il était là avec nous, comme tous les lundis, dans la libre antenne. Il est là ce soir pour être le grand témoin de ce dossier inexpliqué, et puis il sera là samedi. Les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 10. Les 22 et 23 novembre 2024, retrouvez les plus grandes stars du mystère et de l'inexpliqué sur la scène du Forum 104 à Paris. Philippe Guillemant, Françoise Nallet, David Gallet, Florence Hubert, Véronique Geffroy du Château de Fougeray, Egon Kragel, Jocelyn F. Keller, Patricia Daré, Eric Firson, Geoffrey Clostrio. OVNI, médiumité publique, dossiers inexpliqués, château hanté, fantômes, mentalisme, hantise. Ne passez pas à côté de la 10e édition des rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Les 22 et 23 novembre, on se donne tous rendez-vous au Forum 104. Infos et réservations via le lien dans le chat ou sur btlv.fr. On va y parler d'un escalier, celui de Santa Fe. Oui, une très belle histoire que j'ai découverte dans l'un des livres de Jocelyn, justement. Ça se passe dans la ville de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. C'est aux États-Unis, bien sûr. Un mystère, alors, qui est vieux aujourd'hui de 130 ans, qui attire chaque année quelques 250 000 visiteurs. Alors, je parle évidemment avant le Covid, certainement. Dans une chapelle abritant un escalier qui est extraordinaire. Alors, cette chapelle, elle fait de 8 mètres de large, 23 mètres de long, 26 mètres de haut. Et donc a été construite en 1873 et placée sous le patronage de Saint Joseph. Saint Joseph qui était le père de Jésus. Alors quand la construction fut terminée, les religieux se sont aperçus qu'il y avait un problème. Quoi? Il n'y avait pas d'escalier pour aller en haut sur la partie qui s'appelle le jubé, c'est ce qui est par la nef du chœur. Alors ils ont réfléchi, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'escalier pendant 9 jours. Et alors ils ont prié, ce que font souvent les religieux quand il y a un problème, ils prient. Moi, je prie aussi pour être augmenté sur BTLV. Mais ça ne vient pas. C'est quoi? Tu vas même pas te confuser. Continue à prier. Hein. Et s'il y a un escalier qui apparaît, t'as gagné. T'as plus de chances de monter l'escalier que de recevoir une augmentation. Alors, au bout de 9 jours, les sœurs ont vu arriver un étranger aux cheveux gris qui a cogné à leur porte. Toc toc. Il avait son âne et sa caisse à outils. Ils ont dit, tiens, voilà. Quelqu'un qui avec sa caisse à outils, ça peut nous aider. Bien sûr. Alors, la mère supérieure lui a donné lui a dit, ouais, ok, construisez l'escalier. Alors, il a mis entre 6 et 8 mois pour terminer le travail. Et lorsque la religieuse qui s'appelait Mère Madeleine a voulu le payer, ce qui est normal, tout travail mérite salaire, n'est-ce pas, Bob? Il a fait disparaître. Bing. La deuxième couche. Il avait disparu. Le mec s'était envolé. Toi, tu reviens tous les matins. Je dis ça, mais tu reviens tous les matins. Et personne ne savait exactement qui c'était ce bonhomme, aucune trace, et puis il n'y avait aucun document comme quoi ça a été payé, quoi. Alors cet escalier était magnifique, en colimaçon de 33 marches, 33 marches. L'âge du Christ. L'âge de Christ. Enfin, il n'avait pas du tout 33 ans quand il est mort, mais c'est pas grave. Et c'est considéré comme un pur chef-d'œuvre. Ah oui, c'est beau en tout cas, regardez. Voilà, il y a des photos. C'est balèze hein, quand même, le mec. Et le gars a Et construit le mec, il ça a avec tout un âne seul. et une trousse à outils pour ça. faire ça. Mais il y a plus que ça, donc il y a 3 gros mystères. Ouais. Le premier, c'est qu'on ne sait toujours pas qui c'est. Le deuxième, tous les ingénieurs, architectes ou scientifiques qui avaient étudié la question, ils ne peuvent pas expliquer comment cet escalier, qui fait 2 tours complets sur lui-même, peut tenir debout sans aucun support central. On peut revoir Ça, la c'est photo bien, parce que hein. c'est juste quand même assez incroyable d'avoir un escalier comme celui-ci. Oui, C'est vrai que d'habitude, un escalier en colimaçon, t'as toujours Ouais. j'en ai un à la maison, pivot, un un poteau au pivot. milieu, quoi. Donc, Il n'est pas attaché sur le côté à gauche. Là. Il y a en pas plus, de- il n'est pas attaché, donc en fait, c'est juste en bois là, il est magnifique hein, quand même. Hein. Alors, il a utilisé aucun clou. Rien. Ni la moindre colle. Pas de colle, pas de clou, rien. Il a été assemblé uniquement avec des chevilles en bois. Ah, mais ça se faisait beaucoup à l'époque. Ouais. Voilà. Et personne ne sait comment il a pu Et, tenir depuis cette époque-là. Question un peu débile, mais j'ai l'habitude. On peut monter. Il est praticable, Bien sûr, c'est-à-dire si ouais, tu- justement, les sœurs avaient besoin de ça justement pour accéder à la partie supérieure.
Alors le troisième mystère, on ne sait pas du tout le bois, d'où vient le bois. D'où vient le bois? Ah ouais? On ne sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a Il un a- mystère à chaque questionnement. quoi. il a C'est-à-dire été analysé, alors après là c'est vraiment avec des réserves, le bois viendrait d'une espèce qui n'existerait qu'en Palestine. Ah putain, Donc, 33, ouais, le mec ouais. avec son Bon. âne. Après ça fait 33, peut-être partie de la légende. Alors moi je l'avais Saint-Joseph, retenu, j'avais retenu cette histoire comme Il dossier était charpentier, inexpliqué. Joseph, en plus. Donc, Ouais. Voilà. Oui, oui, absolument. Bah, oui, les on- gens pensent que c'est Saint-Joseph. Bah oui, T'as c'est raison. ça. Ouais, non, mais c'est Voilà. peut-être Saint-Joseph qui est venu Voilà. réaliser l'escalier suite à la J'adore ça. prière des religieuses. Voilà. Mais bon, ça c'est l'histoire, la très belle histoire. Ouais. Moi, ce qui m'a intéressé dedans, c'est qu'effectivement, il y avait plein de questions, tous les mystères que tu as cités. Après, je me suis demandé si cette histoire mystérieuse, elle cachait pas une autre histoire derrière, un peu de détournement d'argent et de choses comme ça, et que ça n'avait pas été un peu enjolivé pour, tu vois, pour cacher quelque chose. Il faut savoir que il y a eu la chapelle a été construite par des Français. Ouais. Voilà. Donc c'est toujours bon, on est présent. C'est d'ailleurs dans le style de je sais plus quelle église parisienne. Le bois, donc on sait effectivement pas d'où il vient. Il a été analysé, mais bon, c'est pas très bien. Tout ce que tu as dit, c'est vrai. Il y a une autre chose aussi, c'est que le fameux constructeur anonyme, on l'a jamais vu travailler. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les religieuses allaient le voir pour voir ce qu'il fabriquait, il faisait rien. Mais l'escalier se faisait quand même. Voilà. Et Ça, la c'est rambarde qu'on a j'adore fait. incroyable. cette histoire. Je trouve ça Et fabuleux. peut-être il travaillait C'est pas à pour pas quelle- à montrer quelle sa époque technique. Ça a été fait quand 1873. Et on sait par là. combien de temps ça a pris 6 mois. 6 mois. 6 Ouais. mois, ok. Et il faut savoir que l'escalier dans sa version originale n'avait pas de rambarde. Hein. Il y a des photos très anciennes en noir et blanc, on le voit sans sa rambarde. D'accord. Voilà. La rambarde a été ajoutée après. D'accord. Alors après, aujourd'hui, il y a des architectes qui disent oui, on sait faire ça, c'est compliqué, mais on sait, c'est pas si. Oui, mais Extraordinaire. c'est un peu comme quand Mais tu vois, les rapporté à sites l'époque. mégalithiques. Ouais, oui, c'est on ça. sait transporter des grosses pierres, mais on a des grues, on a des trucs Puis énormes là, à l'époque. le gars est tout seul en plus. Oui, le quoi, mec que- est tout seul avec son petit truc là. Mais ça doit être des techniques de compagnons aussi, peut-être. Sans doute. On pense que c'est. Enfin, en tout cas, si tu cherches une explication rationnelle, à mon avis, c'est de ce côté-là, et c'est quelqu'un qui s'est présenté et qui avait un vrai talent de charpentier. Après, j'ai cru reconnaître en dessous, sous une marche, un code barre Leroy Merlin. Bonne vanne. Heureusement, c'était pas Ikea. C'était pas le cas. Non, alors aujourd'hui, je crois que c'est une chapelle privée qui est réservée pour des mariages et des choses comme ça, mais tu peux la visiter. C'est très beau en tout cas. Et l'escalier en super lui-même, beau, voilà, c'est un super. chef-d'œuvre. Voilà, on va dire que c'est un chef-d'œuvre. Après, l'histoire qui s'y rapporte. Mais moi j'adore en fait c'est l'histoire qui est super. Le mec s'appelle vient avec son âne. Il a un truc de charpentier. C'est la chapelle Saint-Joseph. Il n'y a pas d'escalier, il fait ce truc en 6 mois, personne ne le voit Et il bosser. sort- Le bois vient de Palestine, tu te dis, tout Enfin, est de fait Palestine, pour on te ne sait pas, dire- mais en tout cas, ce type de bois n'existe absolument pas dans la région. Ouais, bah donc faut le transporter quand même. hein. C'est Bah, pas que son âne il que le vient mec, bien de est quelque venu- part. Voilà, donc il y a tout qui est fait pour que tu te dises, tiens, il y a un truc. Et alors, question sur un dossier comme ça, comment on peut savoir qu'on n'a pas affaire à une mystification totale? C'est-à-dire une histoire inventée de toutes pièces par, Ah, mais et- c'est ce que je dis, c'est possible que ce soit une histoire inventée de toutes pièces. par les religieux. Mais il y a quand même une trace, c'est pas non plus une légende urbaine, il y a l'escalier. Ah oui, il y a l'escalier, l'escalier. il est là. Oui, mais l'escalier pourrait finalement avoir été construit par 10 mecs. Alors, a priori, non, et jamais personne. Il n'y a pas de document ou quoi que ce soit qui atteste qu'il y avait plein d'ouvriers ou plein de gens l'ont fait. Est-ce que tu veux dire, Il y a, Mathias, il y a un blanc. Enfin, voilà, il y a un. Alors peut-être que c'est pas l'histoire qu'on nous raconte, mais en tout cas, on sait pas qui a construit cet escalier. C'est pas si vieux que ça, finalement. On peut retrouver Ouais, des c'est gens ça, oui, qui c'est- ont connu des gens qui ont connu des Ouais. personnes qui ont Et- eu et- cette. et Et après, personne n'est venu en dire non, mais moi je sais, c'est un document, c'est mon arrière-grand-père Voilà. qui l'a fait. Enfin, il y a eu des gens qui sont venus en disant je sais qui l'a fait. Mais en fait, à chaque fois, ça Ouais. tenait pas la route. Après, il y a un truc qui est génial dans le truc, c'est le côté altruiste du truc, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le mec vient avec sa petite Ah bah, sacoche, c'est- il fait un truc, il s'en va. il C'est une demande histoire pas. biblique. Hein. Tu vois, c'est un peu toujours, je suis toujours scotché. C'est un peu comme quand on parle d'ovnis et des farces. Tu te dis, si on fait une farce et on fait un canular, Ouais. il faut que tu le dises que c'est toi, parce que sinon ça n'a Ouais, aucun c'est intérêt. vrai. Tu vois, je veux dire. Et c'est pour ça quand on ouais, c'est un canular. Mais oui, mais qui l'a fait? Moi, je fais une blague, je la revendique, tu vois, surtout si elle est bonne. Mais, et là, et en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le mec fait son truc, l'altruisme du mec. Le mec, il dit, il arrive, il fait son truc, il se barre. Oh, je trouve ça magique, moi. C'est magique. Il y a des gens qui n'ont pas compris le principe de l'émission parce qu'on me traite de copieur. Parce que je sens déjà raconter l'histoire. Ouais, C'est un peu drôle. c'est un peu le but de cette soirée spéciale dossier inexpliqué sur BTLV. Autre chose, François, ou non? Non, ça va pour l'instant. Ça va? Tout est bien, t'as fini, c'est bon là, c'est bordé ou pas? Cacahuètes. Bon, alors,
dans les dossiers inexpliqués, il est inévitablement parfois question de conspirationnisme, et surtout aux États-Unis. Il t'a fait une émission, mon Jocelyn, qui est en vous, Mathias. Jocelyn, il est là. Je fais ce que je veux. J'ai envie de t'appeler Gérard. Chaque émission me donne des noms différents. Sylvie. C'est pour me donner l'illusion d'avoir plusieurs maris. Mathias, tu as fait donc une émission. On a fait une émission, oui, avec Mathieu Combaz, avec qui j'avais déjà fait une émission sur JFK, l'assassinat de JFK. Mathieu Combaz, c'est un spécialiste des États-Unis, et notamment de la question du conspirationnisme. Et on a fait une émission où on a essayé à la fois de décrire et de comprendre pourquoi les États-Unis étaient la terre-mère un peu de tous les complots, en fait. On regarde un extrait, on en parle après. Ce qui est très intéressant, c'est que les années 60, justement, donc c'est une période violente, assassinat politique. On a parlé de Kennedy, on peut parler de son frère, Martin Luther King, Malcolm X, etc. Beaucoup de gens ont été tués ou blessés. Vous avez des révélations qui sont faites sur les agissements de la CIA, par exemple, qui a toujours joué un vrai trouble dans beaucoup de domaines. Des révélations sur le projet, par exemple, MK Ultra, qu'on a donné ainsi, qui se nommait ainsi. Qui était un projet de contrôle de l'esprit, c'est ça ? Contrôle de l'esprit, c'est ça, contrôle de l'esprit, de par l'usage de drogue. On sait que ça s'est passé, que ça s'est produit, que ça a eu énormément de résultats manifestement, mais ça a été révélé au public à la fin des années 60, au début des années 70. Très très belle émission sur le conspirationnisme aux États-Unis. On en parlait énormément avec notamment Quanon. On est parti de l'actualité, QAnon, l'affaire Epstein, le Pizzagate, qui l'actualité en ce moment nous sert énormément de complots. Et puis on part de ça et on essaye de tirer le fil de la pelote du conspirationnisme pour chercher à comprendre aussi pourquoi, aux États-Unis notamment, il y a des éléments de réponse qui sont très intéressants. Mathieu Combaz est assez pertinent sur pas mal de choses. Pourquoi les États-Unis nourrissent en fait ce conspirationnisme. Et après, c'est aussi dû à la liberté totale d'expression que c'est le premier amendement. C'est un des éléments Tu as le droit de tout dire, c'est-à-dire que et t'es pas censuré comme on peut l'être en France. En tout cas, si vous arrivez, soyez les bienvenus. Ce soir, c'est un affranchi de l'info un peu particulier, consacré, je le disais en tout début d'émission, au dossier d'expliquer de Jocelyn F. Keller. On va y revenir dans un instant avec l'énigme du sous-marin, la Minerve. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que si vous nous découvrez, eh bien BTLV, c'est une chaîne par abonnement. Plus de 4 000 heures d'émissions à votre disposition, que ce soit des replays, des podcasts, des dizaines d'articles postés chaque jour. Et bien sûr, l'occasion pour vous de découvrir BTLV, de faire connaître BTLV à votre communauté. Vous avez pour cela les pouces bleus sur YouTube, ou encore le partage sur Facebook et sur Twitch. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et je ne peux que vous en remercier. On a un Collade, on a Ducho Marseille, on a Lee Berg. Alors, c'est de pire en pire, les pseudos. Appelez-vous Gérard, Sylvie, Sylvain, ça m'aide, mais sinon c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, on est ravis que vous rejoigniez ce réseau social. Mathias, justement, la Minerve, c'est un sous-marin français. Sous-marin français, oui. Alors, la Minerve, c'est un sous-marin d'attaque à propulsion diesel électrique, qui était ce qu'on appelle un sous-marin de la classe Daphné, c'est 800 tonnes, dit à haute performance. Il est mis à flot le 19 juin 62. Et la Minerve était considérée à l'époque comme un des fleurons de la marine française. On est le 27 janvier 1968, donc la Minerve a 6 ans de navigation. Tout neuf, quoi. Et le sous-marin, la Minerve, est attendu à Toulon après une dizaine de journées d'entraînement en Méditerranée. On va y revenir. Et en fait, ce 27 janvier 68, il n'arrivera jamais dans la rade de Toulon, dans le port de Toulon. Le contact radio est brusquement perdu le matin du 27 janvier, avant 8 heures, et le sous-marin disparaît. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et quelle était la mission? Quels sont les faits avérés autour de la Minerve? En fait, la Minerve réalise un exercice en mer Méditerranée, au large de Toulon, 9 jours d'entraînement. Et chose assez troublante, dans la nuit du 26 au 27, donc un jour avant normalement de revenir dans la rade de Toulon, il va déposer un des membres de son équipage, le lieutenant de vaisseau Merlot, qui est atteint d'une rage de dents et tellement
aigu, Insupportable. insupportable, il dépose ce lieutenant de vaisseau et il repart au large pour un dernier jour en mer, puisqu'il y a une mission à effectuer, et notamment cette mission, c'est une mission de coordination avec un avion de patrouille maritime Breguet Atlantique, qui doit coordonner les communications. Le contact est établi à 7h19 avec ce Breguet Atlantique, et on est dans une journée où les conditions météo sont extrêmement difficiles et poussent très rapidement les militaires du sous-marin à annuler la mission initiale de contact, donc de radiocontact avec le Breguet, pour la remplacer par de simples calibrations radar. Donc déjà, il y a une première mission qui se passe pas bien, la météo, la mer est extrêmement houleuse, dans le ciel c'est pareil, l'avion s'est plombé, a énormément de mal. Mais on module et on fait un autre exercice, sauf que à 7h55, le sous-marin demande à annuler cette mission de calibration prévue pour 8 heures, parce que là encore, ça ne va pas. Ils s'aperçoivent qu'ils n'arriveront pas à calibrer, à faire les calibrations radar qui avaient été prévues. Donc le Breguet Atlantique accuse réception du message, il quitte la zone, rentre à sa base. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Ça arrive. Et en fait, 7h55, il s'agira du dernier message de la Minerve, du sous-marin, puisque à partir de là, le contact est coupé, silence radio, plus aucune nouvelle. Le sous-marin disparaît. Ce qui est quand même à l'époque le fleuron de la marine française, c'est technologiquement avancé, enfin il y a tout ce qu'il faut quoi. Donc pour que ça disparaisse comme ça, c'est qu'il y a un vrai problème. Alors oui, mais figure-toi que en fait c'est une période où les sous-marins disparaissent. Il y a des disparitions, il y a des disparitions en cascade. C'est assez côté français ou c'est pas alors côté de tous les pays. Tous les pays. Alors j'ai relevé la Minerve en fait est un des 4 sous-marins à avoir disparu durant l'année 68. Il y a 4 sous-marins en 68 qui disparaissent. Un sous-marin israélien, l'INS Dakar, un sous-marin américain, le USS Scorpion, et un sous-marin soviétique, le K-129, disparaissent cette même année. Et pour les sous-marins français, les 11 sous-marins de classe, de la même classe construits en France par la Marine nationale, il y en a 2 qui disparaissent en mer, la Minerve donc en 68, et on aura l'Eurydice aussi en 1970 qui disparaîtra au large de Saint-Tropez. Donc c'est pas si... on peut pas dire que c'est fréquent, il n'y a pas des sous-marins qui disparaissent tous les jours, mais en tout cas, c'est quand même récurrent. Ouais, voilà. Alors, le sous-marin coupe les communications, et puis au bout d'un moment, les communications reviennent pas, et on se met à l'évidence que l'hypothèse qu'il est coulé est quand même assez forte, mais reste l'espoir de retrouver les marins vivants et de retrouver le sous-marin. Donc il faut savoir qu'un sous-marin comme ça dispose grosso modo d'une centaine d'heures d'oxygène sous l'eau avant de plus pouvoir alimenter en oxygène ses militaires. Donc des hélicoptères commencent à patrouiller. Le porte-avions Clémenceau, qui est le plus gros vaisseau de la marine française, prête main forte pour chercher. Il y a même le sous-marin du commandant Cousteau qui cherche également. Et puis, on trouve rien. Les recherches vont durer pas très longtemps. Elles sont abandonnées le 2 février, c'est-à-dire 5 jours après le naufrage. Pas plus. Non, parce qu'à partir du moment où... On a estimé qu'après, il n'y avait aucune chance de les retrouver. D'accord. Plus de survivants. Deux autres campagnes. Alors les familles dévastées. 2 autres campagnes de recherche vont être menées en 68 et en 69, donc quand même après, mais au moins pour localiser, quoi. C'est ça, pour essayer de savoir où c'est. Aucun succès, et puis probablement pour rapatrier aussi ce qui était dans le sous-marin. On n'a jamais su vraiment si le sous-marin, notamment, était armé ou pas. Là, il y a Jocelyn, peut-être, il y a des débats. On ne savait pas s'il y a un missile, si c'est notamment, parce que ça aurait pu être une hypothèse, qu'une des têtes de missiles explose.
Voilà. Toujours est-il que du coup... Parce qu'il était en plongée profonde à ce moment-là quand on... Ouais. C'est ça. Donc en fait, il aurait pu exploser effectivement en Mais plongée s'il avait profonde. Et sans que ça aille, explosé, avec un missile, il y aurait eu une déflagration, il y aurait quelque chose. même si c'est en Oui, mais plongée Alors, il y a eu profonde, des ondes sismiques qui ont été Voilà, enregistrées. c'est ça, il y a eu des et on ondes pense que ça sismiques correspond à ce moment-là, l'accident. on sait pas. Mais enfin, je te laisse continuer. La marine classe l'affaire secret défense, ce qui ne fait que augmenter Et alimenter les fantasmes. alimenter les fantasmes. Et comme tu le disais, les familles des 52 membres d'équipage l'équipage. restent totalement dans l'ignorance de ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, les causes sont toujours relativement floues. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il y a plusieurs hypothèses. Toujours est-il que le 21 juillet 2019, on trouve au large de Toulon des éléments d'épave de ce fameux sous-marin la Minerve. On sait qu'il est désormais là. Suite à une nouvelle campagne de recherche, on a réussi à localiser l'épave de la Minerve. On ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas de nouvelles enquêtes. Alors, il y a eu plusieurs éléments de réponse. En 68, voilà ce que disait. Il y a un rapport qui dit la cause initiale la plus probable de l'accident résiderait dans la possible avarie de la gouverne de profondeur arrière, dite la barrière arrière 13. Donc, ce serait un dysfonctionnement de la gouverne qui aurait créé en fait une avarie. Autre élément de réponse, un clapet déficient qui aurait pu faire entrer de l'eau dans le sous-marin et faire couler à quelques minutes, très rapidement. L'engin est conçu pour descendre en fait assez rapidement et ça aurait bloqué en fait sa descente. Et il se serait crashé. on sait à quelle profondeur il est ou pas? À plus de 2000 mètres. je crois. Plus de 2000 mètres. Ouais. Donc on n'ira pas le chercher. Non. Ça coûte Ouais, trop c'est cher. ça. Alors je vais juste compléter ce que tu as dit, mais tout ce que tu as dit est parfaitement juste. En fait, il y a deux choses à savoir. Il y a d'abord le fait qu'en France, les archives militaires, ce qu'on appelle le secret défense, c'est 50 ans. Et donc, on était en 2019, justement, quand les 50 ans, enfin 2018 même, quand les 50 ans sont arrivés. Les familles qui réclamaient des recherches et la vérité sur cette histoire depuis 50 ans, les enfants, voire les petits-enfants, ont eu accès aux archives militaires à Vincennes. Et donc, le problème, c'est que dans les archives militaires, elles n'ont pas trouvé grand-chose. Elles s'attendaient à trouver des révélations disant voilà ce qui s'est vraiment passé ou un secret. Ouais. En fait, il n'y en avait pas. L'armée savait vraiment pas où était le sous-marin. Mais alors, je ne sais pas si c'est ému par ça ou en tout cas, à la suite de ça, Emmanuel Macron et Florence Parly ont décidé de relancer les recherches sur ce sous-marin. Et là, on a fait appel à une technologie, à des gens bien sûr, on ne pouvait pas avoir dans les années 60, à la fin des années 60. C'est les Américains qui justement cherchaient le MH370 dans l'océan Indien, mais qui ont des équipements hyper sophistiqués et qui sont venus en Méditerranée. Et là, ils ont retrouvé la Minerve. Oui, parce qu'en fait, ils envoient des ondes un peu partout. Et c'est le retour de l'onde qui te dit c'est dense, c'est pas dense, c'est rocheux, c'est pas rocheux. Et donc, ils ont retrouvé la Minerve comme ça. D'accord. Donc, on sait où elle est. On sait qu'elle a été identifiée. Des robots qui sont descendus. On sait que c'est vraiment c'est ce sous-marin-là. Le problème, c'est que voilà, ce sous-marin va rester la sépulture des marins. Alors, il y avait combien? 51 marins, je crois. Mais au moins, les familles peuvent faire leur deuil, voilà, les enfants, etc. Ce cas-là a amené une question, puisque là, on est plus de 50 ans après. Est-ce que sur les cas de justement mystérieux ou inexpliqués, quel est le laps de temps en général où on arrive à éclairer d'une nouvelle façon? Est-ce que ça peut être 50 ans? Est-ce que ça peut être extrêmement variable. Alors tu peux être effectivement tributaire de ça. Il y a un autre mystère peut-être qui va être éclairci bientôt, c'est que il y a une caravelle qui avait explosé en 1968 en faisant un trajet entre Ajaccio et Nice. Et il y a toujours eu, alors officiellement c'est un incendie à bord qui a détruit l'avion, mais il y a toujours eu des rumeurs qui disaient que c'était une boulette de l'armée avec un missile, enfin on sait pas trop. Et là j'ai vu qu'Emmanuel Macron a autorisé l'ouverture des archives sur ce sujet-là. Voilà, donc on va savoir plus, j'espère, bientôt. Mais pour répondre à la question de Mathias, ça dépend énormément. Tu as par exemple l'affaire de comment il s'appelle là, son nom m'échappe, mais celui qui avait le pirate de l'air qui avait sauté en parachute. Avec je sais plus 200-300 000 $ dans les années 70 aux États-Unis et qu'on n'a jamais retrouvé. Bon bah là le FBI au bout de 40 ans a décidé que l'affaire était close. Voilà, exactement. Là, quand tu fais 2000 mètres, c'est-à-dire qu'en fait, moi je pense toujours aux marins, c'est-à-dire que bon, ce sont des gens qui sont
censés être préparés à la mort, parce qu'en fait, ils sont quand même dans des missions de guerre tout le temps, parce que même aujourd'hui, nos sous-marins sont en mission de guerre, avec tous les conflits qu'il y a, on regarde, etc. Donc, et vous l'imaginez pas, il suffit de se pencher un peu sur les cas, il y a des actions et des affrontements et des guerres qui sont à la limite d'être déclenchées pratiquement tous les jours. Hein. C'est-à-dire que parce que tu as un bateau qui est à un endroit, il devrait pas être. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est la mort. C'est-à-dire que t'as beau être marin. Là, la boîte de conserve, tu sais, bon, mais voilà, tu as droit, quoi. Donc, on a eu beaucoup d'accidents de sous-marins. Il y a eu un sous-marin argentin, il y a eu le Course. C'est le Course, voilà, il y en a eu d'autres. D'ailleurs, il y a ce qui est incroyable, si vous n'avez pas vu, c'est le chant du loup. le chant Moi, du j'aime loup. le chant du loup. avec l'oreille absolue. Quand L'oreille absolue, c'est ce ça, film c'est le est mec un qui film coûte la français, mer. C'est un beau film, ouais. Super film Et français. il y a une chose à savoir aussi pour expliquer ce secret défense, pourquoi l'armée est pas si bavarde que ça, c'est que c'était un enjeu commercial. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la France vendait beaucoup de cette série de sous-marins Bien Daphné. sûr. Et il n'était pas question d'aller raconter que ces sous-marins avaient des dysfonctionnements, enfin des problèmes. Parce que la Minerve, on a mis 50 ans à la retrouver. L'Eurydice, qui a coulé aussi, qui est un sous-marin semblable, lui, on l'a retrouvé. 70. Et il faut savoir qu'au moment où la Minerve a disparu, De Gaulle est monté dans l'Eurydice. C'est la seule fois, je crois, à ma connaissance, où De Gaulle a été dans un sous-marin pour rendre hommage et pour comprendre ce qui avait pu se passer. Et 2 ans après, l'Eurydice elle-même a Déjà, il ne coulé. faut pas être grand dans un sous-marin. Ah non. Je m'en fais une fois dedans, mais il ne faut pas être claustro. Hein, faut pas être claustro. Moi, je pourrais jamais descendre dans le truc, là. Donc, puis tu dis, j'en ai pour 6 mois. Alors que les mecs, ils partent, ils font 6 mois de sous l'eau. Enfin, tu dis, mais c'est un truc de malade mental, quoi. Je suppose que s'ils sont descendus à 2000 mètres, ils ont pu prendre des photos de la Minerve et de se dire, voilà, ça n'a pas explosé parce que on avait l'histoire de la... Je crois qu'elle est en 3 morceaux. Ah, quand Donc même. on pense que c'est vraiment, non, ça a plutôt implosé. Avec Parce qu'en descendant, oui, parce qu'elle pouvait. Alors je me rappelle. Elle n'a pas été écrasée par la profondeur, par le. Si, c'est avec la pression, parce que je pense que le dysfonctionnement a fait que le sous-marin a dû glisser comme ça. Et à un moment, il a atteint une pression et ça a explosé. Ça a implosé plutôt. Si t'es pas prêt de mettre les pieds dans un sous-marin, tu peux aussi oublier les voyages interstellaires, parce que quand tu seras dans un vaisseau spatial, ça sera un peu... Mais alors, j'ai aucune intention de faire des voyages interstellaires, hein, monsieur Mathias Lepeuf. Non, je vais déjà faire un joli voyage samedi avec les conférenciers des rencontres du mystère expliqué. Alors, quand on parle de dossiers inexpliqués, on sait que le cinéma s'est souvent inspiré de dossiers inexpliqués, mon Jocelyn. C'est-à-dire que parce que c'est un formidable terreau d'histoire, et tu vas nous proposer quelques films. Oui, 3 films qui n'ont rien à voir avec les histoires que l'on raconte ce soir, mais qui sont des histoires basées sur des histoires vraies. Par exemple, Open Water. Oh, j'ai vu, c'est horrible. Tu l'as vu? Et toi qui aimes la plongée sous-marine, donc un film de Chris Kentis de 2003, un couple va faire une sortie de plongée, ils se rabibochent, c'est un couple qui bat de l'aile, et ils savent faire de la plongée. Non, justement. Et c'est tout le problème, c'est qu'en fait, ça c'est... Parce que moi qui suis plongeur, le problème de l'open water, c'est que quand tu as un niveau 1, tu peux partir tout seul en plongée. Oui, c'est ça. Alors qu'avec le CMAS, avec le diplôme européen et français, tu ne peux pas. Il faut que tu sois avec un guide aguerri. Eux, là, on les balance là. Et ils n'ont pas le droit, en fait. Normalement, tu n'as pas le droit. Moi, j'ai pas le droit. Moi, je suis en niveau 2. J'ai pas le droit de plonger si j'ai pas. Enfin, j'ai le droit maintenant, mais en niveau 1, tu n'as pas le droit. Il faut que tu sois accompagné par quelqu'un qui connaît la zone. Voilà, c'est des histoires de niveau. En tout cas, c'est hyper. C'est touchy, hein, quand même. Ils sont. Mais l'histoire n'est pas hyper fabuleuse. Ah non, je te confirme que c'est pas fabuleuse. Non, mais juste, elle est pas spectaculaire. Non, c'est la détresse du Mais truc, c'est quoi. juste que ça, comme c'est une histoire vraie, ça devient flippant. Ce qui se passe, c'est qu'après leur sortie de plongée, quand ils remontent, le bateau est parti. Ouais. Donc, le film est basé sur tout ce qui se passe entre, la fin de la plongée, on remonte, comme ça, et il n'y a plus de bateau, et je suis en pleine mer. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que... Et je vais y passer la nuit. Ce qui est fou, c'est le patron de l'école de plongée, enfin en tout cas le mec qui conduit le bateau, parce que normalement tu comptes tes plongeurs, tes bouteilles, tes machins. C'est ça. Le mec s'en va, enfin ça paraît complètement... Voilà, c'est un problème de comptage. Alors des fois on est sur un bateau comme ça, peut-être 20, 25... Oui, mais 30. Même, tu comptes tout le monde. Bah là, voilà, ça n'a pas compté, et donc effectivement, eux qui étaient... Voilà, ils sont un peu partis un petit peu plus loin, un peu plus profond, peu importe. Quand ils remontent, il n'y a plus de bateau. Et donc, c'est la véritable histoire de Tom et Helen Longran, je crois. Ça s'est passé le 25 janvier 1998 du côté de la Grande Barrière de Corail en Australie. Ouais. Une vraie histoire vraie. Ils s'en sortent.
Non, non. Non, ils sont sortis. Ah non, on peut le dire. ils sont parce que tout le disparus. monde, voilà, Alors, ils sont pas, donc. moi je ne spoil pas, ils ne Non, mais ils sont s'en pas sortent morts. pas. Voilà. Ils sont portés Tu peux pas en disparus. pleine mer, On les a à un moment jamais donné, retrouvés. si tu veux. Avec les requins. Ils y restent longtemps quand même dans l'eau. Donc voilà. On les a jamais retrouvés. Ouais. J'ai essayé de faire un feu, à un moment donné, ça marchait pas. Alors, il y a le dernier hit de 2009. C'est plutôt connu, vous connaissez bien ici sur BTLV. Le fils de la famille Campbell, la famille Campbell s'installe du côté d'un hôpital où leur fils est hospitalisé puisque il est soigné d'un cancer et pour des économies, pour le transport, etc., ils préfèrent donc déménager, être à côté. Et effectivement, des phénomènes paranormaux vont commencer à apparaître. Le fils a des hallucinations hallucinantes. Voilà, on est vraiment dans le paranormal habituel, des gros problèmes dans la maison. Il y a Marc qui dit histoire réelle où les gens, tout ce qu'on vous raconte ce soir, ce sont tirés des histoires vraies. Hein. Ce sont les dossiers inexpliqués. Et même le film là, c'est. Et même ce Alors film. après, c'est Alors, hollywoodien voilà. et on en rajoute des caisses, mais voilà. Et est-ce que, effectivement, comme dans la vraie histoire, parce que le dernier hit est inspiré de l'histoire de la nouvelle maison de la famille Snedeker, dans laquelle des crucifix étaient éparpillés. Ouais. Et des instruments que l'on retrouve justement dans des morgues, puisque il s'est avéré que la maison où ils se sont installés était une ancienne morgue. Oh là là. Tu connaissais cette histoire ou pas? Non, je ne le connais pas. Ça. Ouais, moi, déjà, t'arrives à la maison, t'as des crucifix partout, si tu veux, donc, waouh, tu te dis, ouais, Alors c'est- par contre, il y T'as a envie deux de rentrer du personnes, boulot le soir. Ouais. deux personnes que l'on cite souvent dans cette émission et sur BTLV, c'est Lorraine et Edward Warren. Ouais, bien sûr. Parce qu'effectivement, l'histoire vraie de Carmen et Allen Snedeker, ces deux personnes qui auraient été victimes de phénomènes paranormaux, auraient aussi également été violées par des démons. Ça a été rapporté Un cube, par le succube, couple comme on Warren. dit souvent. On voit bien l'influence des Warren là, Ouais, tout de suite. parce que là, on peut en parler avec les Warren, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Effectivement, les Warren ont fait beaucoup de spectacles quand même autour de... Et entre leurs enquêtes et ce que l'on voit au cinéma, il y a eu toute la série des Conjuring, etc. C'est ça. On est quand même dans le- Disons qu'ils ont tendance à considérer que toute affaire, il y a tout de suite de la Il y démonologie a tout de suite et de ça. la possession. Voilà. puis surtout, Tout est explicable par ce biais-là. C'est un peu rapide. Si des gens ont vraiment vécu ce qui est montré dans les films... Ça craint. je- En tout cas, d'après l'histoire vraie, non pas dans le film, donc le film s'appelle Le Dernier Rite, et dans l'histoire vraie qui a inspiré le film, en 1988, t'as vu, je donne des dates, hein, Jocelyn, je me suis amélioré. Un exorciste aurait stoppé le phénomène. D'accord. Voilà. Mais le rite, le premier, c'est pas avec Anthony Hopkins, je crois qu'il y a... Parce que là, c'est le dernier rite, mais le premier, Ça se c'est passe ça. en Italie, celui-ci. J'adorais ce film-là. Ouais, moi, je l'ai vu tout seul dans un cinéma à énorme. Toulouse. Vieux bande de vieux films. prêtre, exorciste, Ah ouais, non, dans c'est- une ça baraque fait- incroyable. ouais, ça fait très Et c'est une jeune fille qui est possédée et tout machin. J'avais adoré ce film-là. Bon, en même temps, Anthony Hopkins qui porte l'exorcisme, tu vois, c'est juste, tu dis, t'as envie d'y croire. Ah, Oui, c'est ça. donc, super film en tout cas. Donc le dernier rite, donc voilà. Ouais, et le dernier film de cette soirée, je vous les remettrai bien sûr ce week-end sur btlv.fr, puis même d'autres, je vous en remettrai d'autres. Véronica, c'est un film espagnol de 2018 de Paco Plaza. Ils sont très bons les Espagnols là-dessus. En ce moment en plus, là, il y a vraiment des trucs Ils y super. vont à dos, hein. Les années 90, on est à Madrid et après avoir participé à une séance de spiritisme avec ses amis, une jeune fille va être terrorisée par des entités négatives, bien entendu. Elle va avoir des comportements violents et des crises soudaines. Et effectivement, cette histoire de Véronica, le film de Plaza, a été relayée dans Newsweek notamment, où on a pu lire « La jeune fille a vécu des mois de crises d'épilepsie et des hallucinations ». La police nationale avait également signalé des événements non naturels. Donc la police dit événements non naturels. Et 1 an après le décès de la jeune fille, le rapport de police avait stipulé, dans cette histoire, une situation de mystère et de rareté. Ouais. Là, de toute façon, C'est une histoire qu'on a racontée dans les enquêtes paranormales de C8. Et alors moi, j'avoue, je l'avais raconté, j'avais participé à ça, mais je connais pas très bien l'histoire et le dossier. Peut-être qu'un jour, j'irai creuser dedans.
Mais c'est vrai que ça repose sur des faits vrais. Après, est-ce que la personnalité de cette jeune femme, Mais il y a- de toute à façon, mon avis, elle a exploré de ce côté-là aussi. il y a beaucoup de vérités, enfin il y a beaucoup d'histoires vraies qui ont alimenté ces films-là. L'exorcisme, c'est dans le film, c'est une petite fille alors que c'est un petit garçon. Et il y a l'exorcisme hyper connu, le film c'est une fille aussi qui meurt à la fin. On accuse, ça commence par le procès, etc. C'est la nana est tourmentée. Il y a quelque chose qui est dans l'actualité en ce moment, c'est le tueur en série d'Amityville vient de mourir en prison à l'âge de 69 ans. D'accord. Voilà, donc c'est lui qui avait assassiné toute sa famille et à la suite de quoi la famille Lutz qu'on voit dans les films était arrivée et après il s'était passé plein de choses paranormales. Alors autant moi la partie criminelle je la remets pas en cause parce qu'elle est attestée et vraiment il y a eu un massacre. Après, on peut. Non, ce qui était génial, c'est plus questionnable la partie. Dans Amityville, c'est le fait que le môme, une fois qu'il a tué tout le monde, il va au bar comme si de rien n'était. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent où il y a une. Mais ça peut être de la bipolarité, ça peut être de la schizophrénie. Il a même accusé sa sœur, en disant que finalement, lui, il n'était pas en état de tuer tout le monde et donc il avait demandé à sa sœur de le faire. Donc, et il a dit qu'il a entendu des voix qui disaient faut tuer, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs après. Mais c'est vrai que le cinéma s'inspire de tout cela. Alors, je vous dis, c'est rarement comme dans les films quand même, rassurez-vous. Hein, donc, on a rarement des gens qui sont au plafond et qui marchent comme ça, telle une araignée. Ça arrive, hein, mais je l'ai jamais vu. Mais dans tous les cas, le cinéma s'en fait les gorges chaudes. Merci Thierry pour ces films. Donc, vous avez de quoi vous éclater. Tout comme avec... Alors, c'est magnifique. Ça faisait 1 an et demi que je l'attendais. Depuis l'enfance, je suis en contact avec le monde subtil. Messages, signes et synchronicités m'ont conduit ici, au château de Vos. Ma médiumnité allait être clairement sollicitée dans ce lieu dit hanté. Donc voilà, bilan de la nuit, très courte. On s'est couché à 5h moins quart du matin, plus ou moins. Donc à peine allongé, on va dire que 10 minutes plus tard, j'ai commencé à entendre des bruits juste au-dessus de notre tête. Apparemment, ce sont les combles, donc voilà. Pourtant, j'ai vraiment entendu comme des bruits de pas. Alors là, par contre, on avait une voix. Ouais, là, on a une voix. On est en direct sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, donc continuez à partager, à faire découvrir ce média qui en 8 ans est devenu le média numéro 1 sur le mystère expliqué à votre communauté. Et François, justement, est sur les réseaux sociaux. Oui, avec beaucoup de monde, de plus en plus sur Twitch. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, mes soutiens arrivent d'ailleurs. Ah, ils arrivent aussi sur Twitch. Ils arrivent sur Twitch aussi. Mais toi, t'es un Twitcher, toi. On sent que t'es un Twitcher. J'ai un peu de mal encore, je comprends pas encore comment ça fonctionne, mais je vais faire des études. Il y a Johnny qui dit un grand salut à monsieur Josselin F. Keller. Merci BTLV de l'avoir invité, il était temps. Ça m'a fait beaucoup rire. Oui. Il est là toutes les semaines. Ça fait des années que je rêve d'être ici. Ça fait des années qu'il est sur BTLV, qu'il fait les dossiers expliqués, il est avec nous tous les lundis. Mais vous découvrez en revanche BTLV. Voilà, c'est une bonne chose. Abonnez-vous. Si c'est pas encore fait. Ça me rassure, ça veut dire qu'il y a encore un potentiel d'abonnés extraordinaire parce que personne ne sait que, beaucoup ne savent pas encore que. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le temps dans les affranchis, c'est sympa. Non, mais il est là le lundi tous les soirs, oui, tous les lundis soirs dans la libre antenne, puis il fait des dossiers expliqués une fois par mois. Donc. Il y a Gédéon qui dit franchement, ça sert à quoi de regarder ce type de film flippant? Pendant des mois, tu ne dors pas, tu regardes sous ton lit, etc. Beaucoup d'énergie, d'émotions dépensées pour regagner sa stabilité. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Oui, mais en même temps, c'est un peu comme la joie, c'est-à-dire qu'une émotion, la peur est une émotion. Et les gens, puis c'est souvent des films pour adolescents. Hein. C'est souvent quand t'es jeune que tu regardes ce genre de film. Justement, il y a Peggy qui a une question. Si, par rapport aux films où des gens qui ont disparu en mer parce que le bateau était parti, si on déjà, Water, c'est ça. Si jamais on les a retrouvés, qui a dit qu'ils étaient remontés et que le bateau n'était pas là? Ah, attends, c'est une bonne question.
Bah non, on les a jamais retrouvés. Qui a raconté l'histoire puisque Bah, le bateau, Non, mais là, ils sont l'histoire, rendus elle a été compte. fantasmée. Mais en même temps, quand t'es plongeur, tu sais que t'es en pleine mer, tu sais ce qui va t'arriver. Hein. Non, mais je comprends la question. Parce Ça se trouve, ils sont jamais remontés à la surface. soit ton c'est ça. gilet, parce qu'en fait, t'as un Comment on gilet sait qu'ils sont restés en pleine gonflé. mer? Le bateau est arrivé au port et ils étaient peut-être 30 au départ, ils étaient 28 à l'arrivée. Oui, mais comment Donc, on sait qu'ils sont remontés, qu'ils sont pas restés coincés, emportés par du Ah courant? non, mais de toute façon, il y C'est ça. a une fiction qui démarre à partir du moment où le bateau s'aperçoit qu'ils ne sont plus là. Et oui. personne l'a raconté. Ah oui. Mais et c'est un axe de se dire, ils sont restés, ils sont remontés à la surface, ils étaient avec leur oui, j'ai direct compris la system, question, donc ça c'est y est. le J'ai compris la truc que question. Je viens de comprendre la Et question. pour connaître justement on ne tout sait ça, pas. c'est assez flippant. Il y a beaucoup de gens ce soir qui préfèrent les histoires d'ovnis, quoi. C'est plus rassurant. Là, les ovnis, oui, bon, On va en parler. Ouais, comme justement, on les va abductions, c'est pas- écoutez l'émission des Gun Kragel sur les nains velus du Venezuela, je peux vous dire que c'est flippant quand même, hein, donc... Aussi beaucoup de réactions à propos de la disparition du MH370, théorie du complot pour choper une technologie à bord de furtivité avec l'ingénieur à bord. On l'a dit. Voilà, c'est Ah ce oui, que c'est Ouais, c'est une ça, des c'est hypothèses. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui voudraient parler de Pont Saint-Esprit. Je sais pas si on... Oh là là, c'est très connu. oh là. Avec Ça, la c'est- farine de la LSD. Il n'y a, Il faudrait pas eu qu'on- de dossier sur Ah le oui, BD, On a dessus fait une émission ici à l'époque avec Elisabeth de Caligny, il y a très Très longtemps raconté. sur Tu as fait le Pont ça. Saint-Esprit, Alors, effectivement, parce que peut-être- on oui, faudrait qu'on la refasse. Faudrait qu'on la refasse parce Ouais. que depuis, il y a eu quand même quelques Ouais. révélations. Il y a eu ce documentaire qui disait que Ouais. finalement, moi-même, j'étais le premier surpris que les Américains étaient peut-être impliqués dans cette histoire. Bah, Donc, c'est ce qu'avait dit pareil, Elisabeth à l'époque, c'est-à-dire ouais. qu'en fait il y avait l'influence, en tout cas la main mise Ouais. sur la région par les Américains. Donc Voilà. c'est assez incroyable. Il faudrait qu'on refasse, qu'on Ouais, se replonge on- dessus on parce fera que une c'est un émission beau C'est dossier. une belle dessus. histoire. Ouais. Il y a Véronique qui dit il faut pas donner des noms de tragédies grecques à des sous-marins, ça porte la poisse. Ouais, c'est vrai. Pas faux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, c'est tout. Pour l'instant, les gens discutent entre eux. Bon, ben tant mieux. Bah, Voilà. écoutez, C'est continuez un à peu le le café faire. du commerce, C'est quoi. un peu. Oui, Entre non, mais Twitch, c'est bien. Prenez un thé, voilà, des c'est un peu popcorn ça, et tout va bien. Alors là, on va évoquer un sujet que tu adores et qui est à l'affiche de Netflix en ce moment. C'est Elisa Sam et le Cecil Lam, Hotel. Elisa Lam, pardon. Lam Le et le Cecil Cecil Hotel, Hotel. absolument. Déjà, c'est un hôtel mystérieux et Oui, on va voir très un peu mystérieux, maudit. pour le coup, hein. Je reviendrai là-dessus après l'histoire. Et cette fameuse disparition mystérieuse. Le 1er février 2013, une jeune Canadienne, une étudiante de 21 ans, disparaît. Alors, elle est en voyage dans les États-Unis et elle appelle ses parents tous les jours. Sauf qu'à partir du 31 janvier, elle n'appelle plus ses parents. Et pendant plusieurs jours, on ne sait pas où elle est. Et le 19 février, donc soit quand même plus de 15 jours et demi plus tard, les clients de l'hôtel commencent à se plaindre en fait que la pression d'eau n'est pas assez forte, la couleur de l'eau est un peu colorée, l'eau ne sent pas très bon. Donc ils envoient une équipe de maintenance sur le toit, là où il y a la cuve, là où il y a La la citerne. citerne, exactement, le réservoir. Et là, aux surprises, ils trouvent dans cette citerne le corps de cette jeune fille avec ses effets personnels, donc habillée avec ses effets personnels. La citerne étant, le couvercle étant resté ouvert. Donc là, évidemment, d'abord, ils ont conclu à une noyade accidentelle, mais en fait, après, les supputations vont bon train. D'abord, il y a des indices troublants. La caméra de surveillance dans l'ascenseur montre qu'on la voit passer, sortir et revenir seule, mais elle a une attitude troublante. Ouais. Elle fait des gestes un peu incohérents, on a l'impression qu'elle discute avec quelqu'un, qu'elle se cache dans les couloirs et on ne voit pas vraiment pourquoi. Donc les phénomènes, en fait, Elle est tourmentée, quoi, en elle fait, est c'est ça. tourmentée et c'est vrai que certains pensent qu'il y a des phénomènes paranormaux, certains pensent qu'elle est bipolaire. Donc il y a toute il y a pas mal de fantasmes autour de sa disparition. Certains pensent aussi que la vidéo a été falsifiée. En tous les cas, on n'a pas le fin mot de l'histoire réellement, mais ça alimente une série en ce moment sur Netflix, Scène de crime, la disparition du Cecil Hotel. Ça a aussi inspiré pas mal de films en fait, et de chansons, notamment la série Castel. Donc Jeu de dupes, qui est le nom d'un des épisodes. Et il faut savoir que cet hôtel est quand même assez maudit. Il y a une des victimes quand même du Dahlia Noir qui a été retrouvée morte dans cet hôtel. Il y a eu aussi- plein de morts. Hein. il y a eu pas mal Il y a de eu crimes plein non de élucidés. morts, hein, donc, Ouais. Et puis deux grands tueurs en série qui ont séjourné durant leur crime. Bien sûr. Donc c'est quand même déjà l'hôtel un peu maudit. Pas, Voilà. pas au moment de notre affaire. Alors pas au Mais moment de cette affaire-là, mais ils y ça ont participe séjourné. de la réputation. Absolument. Enfin, c'est pas des hôtels comme en France, hein, c'est des choses qui sont énormes avec beaucoup de. C'est Ouais. carrément un village. Mais il y a 700 chambres, un truc comme Ah ça. ouais, c'est énorme. énorme, c'est énorme. C'est énorme et un peu lugubre. 14 ou 15 étages. Ouais. Pas très bien fréquenté. Non, hein. alors il y a des parties d'hôtels qui ont été refaites, mais d'autres non. Et donc Ça voilà, vaut une fortune, un truc comme ça. C'est un paquebot à refaire. Voilà, donc il y a quand même un. En fait, c'est un grande hôtel. énigme. Ouais, à lui tout seul, il mérite une histoire. D'abord, il est dans Skid Row, qui est un quartier extrêmement malfamé de Los Angeles. Ouais. Il est très ancien. Il s'est passé énormément de choses très glauques. Et surtout, on a construit à l'intérieur un autre hôtel qui s'appelle
j'ai oublié le nom, mais Main on Street ou quelque chose comme ça, sur 2 ou 3 étages, et c'est cet hôtel-là qui attire les touristes. Parce que c'est le niveau Ibis, voilà, donc c'est pour les jeunes touristes qui n'ont pas trop d'argent, c'est bien. Mais en fait, ils ignorent qu'en réservant dans cet hôtel, dans les 2-3 étages, ils vont être dans un immense immeuble dans lequel il y a des gens très peu fréquentables. Parce qu'il y a des gens qui habitent dans le Cecil Hotel, le reste de l'hôtel, depuis 30 ans. Et puis il y a des repris de justice. Et le problème, et on l'a découvert dans le documentaire de Netflix, c'est que l'ascenseur, c'est le même pour les 2 hôtels. Donc tu peux te retrouver, ça c'est incroyable, tu peux te retrouver dans cet hôtel avec un mec qui a avec un prédateur sexuel ou un junkie, ou enfin voilà, qui tu veux. Enfin des gens qui sont, voilà, que t'as pas trop envie de croiser. Donc déjà, ça participe de l'ambiance. Après, il y a des rumeurs incroyables sur cet hôtel, de hantises, effectivement, il y a des gens il y a eu des meurtres. Il y a plein de trucs. Les tueurs en série. La directrice de l'hôtel, dans le documentaire Netflix, dit qu'ils appelaient la police une ou 2 fois par jour. Oui, c'est impressionnant. Presque c'est un une service petite ville, quand t'as un petit village, quand t'as 700 chambres, imagine elle est 1,5 par chambre, ça fait beaucoup de monde. Donc c'est un bloc entier. Bah oui, c'est un quartier, quoi, presque. La question est de savoir pourquoi Elisa Lam, justement, elle a choisi cet hôtel-là. Et pourquoi, et comment elle est arrivée sur le toit? Enfin, pourquoi, pour quelle raison? Elle est toute seule, elle voyage toute seule. Elle voyage toute seule, elle a décidé de faire. Mais elle est en pleine forme parce que ses parents disent qu'elle veut aller visiter. Voilà, c'est pas une petite fille, enfin une jeune fille perturbée. Puis elle a des gros problèmes aussi. En fait, elle l'a fait pour se prouver qu'elle pouvait le faire. Oui, voilà, mais elle voyage toute seule. Il y a quand même peu de gens qui voyagent comme ça seule. Elle est quand même jeune. Elle a décidé. Elle était à San Diego. Là, elle arrive à Los Angeles. Après, elle doit aller je sais plus où. Bon, elle est un peu bizarre, mais en fait, chronologiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, elle disparaît autour du 31 janvier. La police la cherche. La police est informée très très rapidement parce qu'elle n'a pas payé sa note en fait. Ah oui. Voilà, c'est pour ça. Donc la police vient et puis on retrouve rien. On ne sait pas où elle est. Et finalement, ils retrouvent la vidéo de surveillance dont tu as parlé. Ça sort vers le 14 ou 15 février, avant qu'on les retrouve. Et c'est cette vidéo-là qui va être diffusée largement, reprise dans les réseaux sociaux, notamment parce que Elisa Lam, on a oublié de le dire, elle est d'origine asiatique. Elle habite à Vancouver, au Canada, mais elle est d'origine asiatique. Et ça alimente les 3 pays, en fait. Ouais, ça va beaucoup partir aussi vers l'Asie. Et c'est les réseaux sociaux asiatiques qui vont s'enflammer pour cette histoire. Et la vidéo, effectivement, moi, quand j'ai découvert cette histoire, c'était en 2014. J'étais en train d'écrire les dossiers inexpliqués numéro 2. Cette histoire, elle s'est passée en 2013. Personne n'en a jamais parlé en France. Quand je l'ai découvert, j'ai un peu exploré le truc. Je me dis, ça, c'est énorme. C'est énorme comme histoire parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Et quand j'ai vu pour la première fois la vidéo, mais c'est effrayant. Elle est effrayante, cette vidéo. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'on voit. On voit une jeune femme dans un ascenseur qui a l'air en proie à une panique. Une tourmente. Qui remue, qui a un comportement extrêmement étrange. Ça ne peut pas être expliqué par une prise de drogue non, alors après, ce qu'on ne savait pas à l'époque, et on l'a su bien après, parce que ce sont les parents qui l'ont dit à la police, c'est que Elisa Lam était bipolaire. Et qu'elle ne prenait pas ses médicaments aussi. Voilà. Et après, on a découvert effectivement qu'elle était, alors on appelle ça sous-médicamentée, c'est-à-dire qu'en fait, elle avait des médicaments à prendre, mais que manifestement, dans toute la période avant sa disparition, elle en a pris pas assez. Déjà, je me souvenais plus qu'elle était bipolaire, moi. Et ça, c'est la clé du Ce qui m'a fait peur dans le documentaire, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui racontent qu'ils ont... Pourquoi on a découvert le corps dans la citerne? C'est parce qu'il y avait une odeur. Et les gens ont continué à boire de l'eau de la citerne. C'est ça, là. En fait, c'est ça qui a permis sa découverte, c'est que les gens se sont plaints du goût de l'eau. Mais ils ont continué à la boire, c'est ça. Et de la faible pression. Et après, ils ont dû, alors après, la direction qui était un peu étrange, la direction de cet hôtel, a dit, mais si vous voulez rester, vous nous signez une décharge, disons que si vous avez un problème en buvant de l'eau, on n'est pas responsable. Sympa l'hôtel. T'imagines, t'es touriste, t'as rien demandé, il y en a beaucoup qui sont partis. C'est juste incroyable. Donc, il faut boire de la vodka ou du whisky, c'est quand même rassurant. Et à propos de Los Angeles, il y a Planet Escada qui dit, alors il avait dit en américain, donc j'en profitais pour parler de mon américain. Bob and your team, you are welcome to come to Los Angeles anytime. Donc, on viendra. Il y a une place au Cecil Hotel. C'est une émission spéciale en direct de Los Angeles. Exactement. Donc, voilà. Non, alors, juste pour revenir sur le documentaire de Netflix, qui est dans l'actualité, on peut toujours le voir. Ouais, bien sûr. Il est en 4 parties. Moi, je le trouve excellemment bien fait parce qu'il est très objectif. Il n'a aucun préjugé. C'est-à-dire qu'ils ont tout remis à plat. Ils ont retrouvé tous les protagonistes de l'histoire et ils ont essayé de trouver une explication assez rationnelle à tout ça. Et d'abord, on voit plein de gens qu'on n'avait jamais vus, et on entend. Et il y a une déclaration à un moment qui est dans le 4e épisode. Alors, je vais un peu spoiler, vous bouchez les oreilles, mais c'est pas très grave. Où justement, c'est ce que dit Sandrine, c'est sur le couvercle de la citerne, parce que la police avait dit que le couvercle était fermé.
Ouais. Et tant qu'il était fermé, ça pouvait dire qu'il y avait une intervention d'un tiers. Parce que quand on est à l'intérieur de la citerne, on ne peut pas le refermer, etc. Ouais. Donc s'il a été refermé, c'est que quelqu'un d'autre l'a fait. Et là, le problème, c'est que le concierge, etc., et tous les gens disent non, en fait, il était ouvert. Et là, ça veut dire qu'en fait, elle a très bien pu aller toute seule dedans. Et qu'il n'y a, baigner, y a pas de mourir. tir. Le mystère, c'est que la police est quand même montée sur le toit quand il la recherchait avec des chiens. Et les chiens l'ont pas senti. En même temps, c'est dans l'eau. Non, les chiens n'ont rien senti. Oui, mais ils ne se sont pas dit la Alors, cuve est ouverte. Ils sont peut-être passés rapidement, ça on ne sait pas très bien, mais je m'étonne quand même qu'ils n'aient pas vu la citerne Pas ouverte. pensé. Peut-être qu'on passe sous une citerne, on ne voit pas Peut-être qu'on ne forcément. le voit pas, c'est du dessus. Hein, Peut-être que quelqu'un a refermé entre-temps sans se rendre compte la citerne, c'est possible. Non, parce que quand on a découvert le corps, c'était ouvert. Oui, mais peut-être qu'avant, parce que combien de temps il est resté le couvercle? C'était plusieurs... Il est resté 3 semaines, presque. Voilà, 3 semaines. à peu 3 près. semaines, donc peut-être qu'entre-temps, quelqu'un a refermé le couvercle. En tout cas, On comprend pas. si personne ne l'a mis, elle était bien barrée pour se retrouver toute seule à aller dans une les bipolaires, citerne. le problème, c'est Après, que voilà, c'est compliqué, hein, après donc, c'est difficile d'expliquer ce qui lui est réellement arrivé dans la tête, le quoi. scénario. Si jamais c'était ça. Par où elle est passée. Est-ce qu'elle était avec quelqu'un quand même? Parce que pourquoi Aussi. pas? Est-ce qu'elle a eu une crise? Alors, il y a aussi un, comment dirais-je, il y a juste des points communs énormissimes entre l'affaire et le film qui s'appelle Darkwater. C'est un film qui date de japonais et repris par les Américains, doit dater 2002-2003. Ouais, 2005 voilà, que j'avais vu. et qui raconte une histoire justement de jeunes femmes qui montent sur le toit d'une citerne et qui retrouvent un corps dans une citerne. Enfin, il y a des points communs énormes. Et je me suis dit peut-être qu'elle l'avait vu ce film. Et que peut-être dans sa crise, elle est passée par une phase de délire, elle s'est imaginée être le personnage de ce film. Et elle a peut-être en tout cas, il s'est passé quelque chose dans sa tête, voilà. Ça c'est évident. Donc, il s'est passé quelque chose dans sa tête. Ce qui est bizarre, c'est... enfin, je sais pas, je suis pas un spécialiste de la pathologie, mais quand tu es bipolaire, tu n'es pas forcément sujet à des crises de délire, quoi. Bipolaire, c'est pas... Ah, si il y en a si tu prends pas tes médicaments. Si tu prends pas tes médicaments, tu peux passer par des phases d'hallucination. C'est comme la schizophrénie. Tu commences à être un peu parano, des choses comme ça. Est-ce que ça peut être tout bêtement un suicide ou il y a des trucs qui vont à l'encontre du suicide? Parce que on voit, je sais plus, il y a ses vêtements qui sont éparpillés. Elle a ses vêtements et ses effets personnels. Non, on l'a retrouvée nue avec ses vêtements. Voilà, c'est ça. D'accord, qui flottait. Je pensais qu'elle était habillée. Il y a un côté quand même volontaire. Je me déshabille, je vais me baigner. Non, je pense que dans un état de crise, moi je pense pas que ça soit un suicide. Et la théorie qu'il faudrait que ça soit une noyade accidentelle, oui, une noyade accidentelle. Parce qu'elle n'a pas pu remonter. En état de folie, en état de. Voilà. Oui, parce que peut-être qu'elle a réalisé après. Elle a fait un truc un peu fou, mais finalement. Dans un état second. Après, dans un état. Parce que peut-être qu'elle n'a pas pu remonter au truc. Tu vois, si t'as rien. Exactement. C'est terrible à dire, mais c'est peut-être ça qui est arrivé. Mais quand tu regardes la vidéo de l'ascenseur, tu vois bien qu'elle n'est pas dans un état normal, mais pas du tout. Et la vidéo a été tournée, effectivement, on pense. Il y a eu des coupures dans la vidéo, on ne sait pas pourquoi, de toute façon. Il y a eu des coupures dans la vidéo. Oui, alors après, il y a des mystères. Est-ce que c'est parce que on a voulu couper la présence de quelqu'un? Ou peut-être des gestes qu'elle a fait qui étaient un peu. On ne sait pas très bien. François, t'as pris tes pilules, toi, ou pas? Ça va. Il est bien là, il est bien. C'est une la scène qui est pas loin. Donc. C'est une affaire qui a été classée au niveau de la police ou Alors pour l'instant, là on reste sur, il y a eu autopsie, etc. Et là on reste sur la théorie de la noyade accidentelle. Bon, Elisa Lam, donc c'est sur BTLV avec un dossier magnifique qu'avait ouvert il y a quelques années Jocelyn, et vous pourrez en plus de cette émission, si vous le souhaitez, suivre tout cela en documentaire sur Netflix. Ce soir, dans ces dossiers inexpliqués, on continue à évoquer bien des affaires étranges, incroyables, qui font frissonner. Alors c'est marrant parce que ça va loin, le dossier expliqué, ça va du fait divers de madame qui disparaît, on ne sait pas, jusqu'à l'horreur des phénomènes paranormaux ou des ovnis. Et alors c'est assez marrant parce que, ou pas d'ailleurs, mais il y a une question parce que les gens me demandent souvent pourquoi je ne traite pas plus d'affaires criminelles. Ou de jardinage. Oui, pourquoi tu fais pas du jardinage? Du jardinage aussi. Ou un jardinier assassin. Parce qu'il y a déjà. Omar m'a tué. Il y a déjà eu beaucoup de gens qui écrivent sur les affaires criminelles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les affaires où il y a de l'étrange. Oui, c'est ça. Alors, tu peux avoir une affaire criminelle dès lors qu'il y a de l'étrange dedans. Elisa Lam, par exemple. Oui, de l'incohérence, du mystère. Là, ça m'intéresse. Et après, juste une affaire criminelle de quelqu'un qui a tué, etc. Bon, il y a d'autres gens qui sont meilleurs que moi. Moi, tu sais qu'il y a un truc qui me fascine, en fait, c'est on parle souvent d'abduction sur BTLV. Et je suis toujours surpris. Je me dis, il y a quand même des gens, tu sais, récemment, il y a 2-3 mois, c'est une femme qui était jeune maman qui est partie jogger un soir, là, et tout d'un coup, on l'a pu retrouver, plus de nouvelles. Moi, je me dis, soit effectivement c'est criminel et quelqu'un arrive et prend, mais je me dis,
je pense toujours à cette intervention d'une multidimension, d'une porte qui s'ouvre, les gens passent dans un autre monde et on les retrouve pas parce que il y a plus de 25 000 disparitions par an en France, c'est juste colossal. C'est beaucoup quand même et on ne sait pas où ces gens sont partis. Alors parfois malheureusement on en retrouve noyés, ensevelis, etc. Mais il y en a plein qu'on retrouve pas, quoi. Donc ça c'est énorme. Il y en a des dossiers inexpliqués quand même. Une affaire comme celle du pont de Ligonnès, par exemple, pour toi, c'est criminel ou il y a de l'étrange? C'est criminel, essentiellement. Moi, Après, tu peux, si tu veux. Alors, c'est une histoire qui me passionne. Hein. Moi, j'avais lu les deux dossiers de Society l'été dernier, et j'ai d'ailleurs pris plein de notes. Parce qu'il y a plein de choses dans ces dossiers, il y a quand même, ils font une centaine de pages, dans lesquelles il y a des choses qui m'ont titillé. Mais ça, c'est mon côté réflexe. Quand je vois des trucs, il y a quand même de l'étrange, quoi. Il y a de l'étrange si tu introduis sur les motivations. Oui, les motivations, mais surtout la notion de secte avec la mère de Dupont de Ligonnès. C'est tout ce côté-là. Là, il y a un côté un peu spirituel, dans le mauvais sens du terme, ésotérique. Donc là, oui, tu peux en rajouter. Mais c'est surtout une affaire criminelle. D'accord. Par contre, elle fait partie des affaires qui sont passionnantes. Je parlais d'abduction, donc inévitablement ça nous ramène aux ovnis, hein, donc on va en parler avec toi, mon. Alors ça c'est là tu me parles d'ovnis, tu viens sur mes terres. Alors là, le cas de Sainte-Marie de Monnoir. Et on part au Québec. Alors moi, alors il y a plein de Québécois ce soir. C'est pour eux, on a pensé. C'est un pays qui m'est cher parce que j'y suis allé plusieurs fois et j'ai quand même bien baroudé au Québec. Et on part en particulier à Sainte-Marie de Monnoir. On est en 89. Le 20 novembre, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe le 20 novembre 1989 au Québec, à Sainte-Marie-de-Monnoir? Eh bien, il y a un phénomène qui est une espèce d'observation d'OVNI, puisque à 17h30, plusieurs personnes du village entendent un bruit qui est un bruit semblable, en gros, d'après les descriptions que donnent les témoins, le bruit d'un générateur électrique. Ça commence par un bruit, et puis soudain, des lumières étranges dans le ciel qui finissent par apparaître, des boules, avec un engin qui, en fait, qui a laissé des traces bien visibles au sol, un cercle d'herbe qui, curieusement, est beaucoup plus verte que l'herbe qui est autour. On est en hiver, hein, donc et l'herbe est brûlée en fait, tout simplement. Au cœur, donc il y a un cercle d'herbe verte au cœur de l'emplacement où l'engin aurait atterri. C'est un peu un anti-crop circle, c'est-à-dire que d'habitude c'est un creux, là c'est l'herbe qui est meilleure au niveau de la structure. Alors ce cercle, il apparaît grosso modo 2 jours après le phénomène. Il est trouvé par quelqu'un qui s'appelle Jean Prijon, qui est l'un des témoins de l'observation. Il fait 20 mètres de diamètre il se trouve exactement en dessous de là où auraient été vues ces boules de lumière, ces lumières donc constatées par plusieurs témoins. Alors, phénomène qui restait assez inexpliqué jusqu'à présent, jusqu'à ce que le journaliste et enquêteur Christian Page révèle un élément assez important il y a quelques jours sur sa page Facebook. Il s'est rendu compte en fait que, alors Christian Page, il faut dire qu'il s'était rendu sur les lieux quelques jours plus tard et il avait prélevé à l'époque des échantillons qu'il avait envoyés au département des sols de l'université de Laval et ces résultats avaient donné des choses assez importantes puisque le cercle avec l'herbe plus verte contenait un taux de chlorophylle qui avait augmenté de 1000% par rapport au taux normal et puis il y a aussi un taux d'azote qui était 500 fois plus élevé que la normale. Ça fait que l'engin a balancé l'engrais, quoi. Oui, c'est ça. En fait, ils ont pulvérisé les trucs. En fait, les gars, c'est un paysan du coin, le mec, il a balancé tout son engrais. Les gars avaient bien bétonné, enfin bien engraissé le truc et effectivement, en tout cas, il y avait une transformation chimique très forte de ce cercle. Alors, je le disais, Christian Page, que tu connais. Hein, que moi aussi, on a reçu sur BTLV et j'ai fait une émission de radio au Québec avec lui. A révélé il y a quelques jours qu'il avait constaté, en ayant eu accès à des photos satellites d'avant l'événement, l'apparition supposée de cet engin, qu'il y avait déjà des traces et que ce cercle existait déjà. Donc en fait, ça invalide un peu
le phénomène, en tout cas l'apparition de ce cercle ne serait pas due à l'apparition d'un engin en tout cas d'un engin OVNI, mais plutôt à un phénomène chimique lié au sol. Ouais. D'accord. Juste en commentaire, en fait, j'avais suggéré ce cas à Mathias parce que je le trouvais hyper intéressant comme dossier inexpliqué. Tu as une histoire qui arrive en 1989 qui résiste aux explications pendant des années avec des gens qui ont vu des lumières dans le ciel et des traces objectivement visibles. Voilà. Et là, effectivement, le boulot de Christian, c'est vraiment tout à son honneur, c'est d'avoir dit, mais attendez, là, il y a un problème. Moi, sur des photos anciennes, je vois que ce cercle, il préexiste. Il est déjà là avant. C'est photos satellites, voilà, en fait. Hein, exactement. Ça, donc on peut, il faut décorréler. qu'il y avait un endroit où, plus donc on peut pas, ailleurs, on peut pas dire que l'OVNI ou les lumières ont créé ces traces. C'est pas vrai. C'était déjà là. Donc en fait, on se retrouve avec finalement, une observation OVNI qui se résume qu'à des lumières, parce qu'on peut plus y associer les traces. Ça, c'est important parce que ça montre deux choses. D'abord qu'un dossier, tu vois, inexpliqué, il y a 30 ans, 40 ans, il n'est pas écrit dans le marbre. Figé. Ça évolue, il y a des trucs, on trouve des trucs, ça change, et que tu peux avoir quelque chose qui a l'air assez solide et assez résistant, qui finalement s'effiloche un peu. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus que des témoignages de gens qui ont vu des lumières. Mais après, reste à savoir ce qu'étaient ces lumières. Ça, on ne sait pas. Mais il y a moins le côté... Il n'y a pas d'atterrissage, il n'y a plus de preuves physiques. Voilà. Il y a deux dossiers inexpliqués en matière d'OVNI que je vous recommande. Le premier, c'est l'affaire Zanfretta, racontée par Paola Garijo sur BTLV. 2 émissions incroyables sur cet Italien qui vit des choses et qui rencontre, le mec qui est quand même, il est homme de sécurité dans un condominium et avant de partir, il doit faire la visite d'une maison et là, il tombe sur des monstres verts de 3 mètres, etc. Il y a Missing Time, enfin bon, dingue. Mais pourquoi je dis ça? Parce que là, avec Paola, on a enregistré les OVNI en Roumanie et il y a à un moment donné des militaires qui vont dans une station en montagne à côté d'un téléphérique pour faire des travaux. Et là, pareil, la nuit, brouillard, etc. Ils voient des lumières et tout d'un coup, et les mecs tombent sur le même genre de bonhomme, genre 1 mois après. Ah ouais. Donc c'est juste incroyable, quoi. Donc et là, il y a une vidéo d'ailleurs dans l'émission du couloir de l'endroit où ils sont qui est explosé, c'est-à-dire que comme si c'était griffé, enfin voilà. Donc on peut imaginer que c'était un ours, etc. Mais en tout cas, les mecs disent non, il y avait des chasseurs, c'était pas des ours. Donc j'adore ces histoires où encore une fois, on sait pas ce que c'est. Les gens ont vécu quelque chose, les mecs sont partis traumatisés, n'ont plus voulu faire la mission et tout machin, mais on ne sait pas quoi. Mais c'est ce que dit Jocelyn, le phénomène OVNI, il est d'autant plus, inquiétant et mystérieux quand il y a des traces physiques sur la Terre, quoi. Je viens de faire une émission qu'on va bientôt mettre en ligne, Contact OVNI au Brésil. Il y a des histoires où il y a des brûlures sur des choses avec les faces. C'est assez étonnant. Moi, j'ai une question pour Jocelyn. Est-ce que si tu pouvais résoudre une affaire inexpliquée ou un thème, ce serait quoi? Si jamais il y a quelque chose qui pourrait être expliqué, ce serait laquelle? Dyatlov. Ah ouais. Vraiment savoir exactement, tu vois, vraiment le scénario précis de ce qui s'est passé. Parce que c'est quand même très complexe. Et le MH370. Ouais. Mais ça, tout le monde a envie de savoir. Ouais, parce qu'en plus, il y a des morts. Enfin, là, il y a des trucs qui sont, il y a quand même, tu vois, le MH, il y a eu plein de morts. Il y a des familles, etc. Là, pareil pour Dyatlov, tu sais, il y a. Non, c'est des grands mystères. C'est des grands mystères. Donc, après, tu as des grands mystères historiques, aussi, des gens. Voilà, oui, c'est pas les seuls, oui, bien sûr. L'homme au masque de fer. L'assassinat de Kennedy, enfin, des trucs comme ça. Bien sûr, on a envie de savoir aussi. L'homme au masque de fer, François, puisqu'on parle d'histoire, effectivement, celle-ci, elle alimente pas mal de fantasmes. Ah oui, ça c'est bon, c'est mes histoires préférées depuis très très longtemps. Ça se passe le 19 novembre, ça démarre le 19 novembre 1703, sous le règne donc de Louis XIV. Un mystérieux prisonnier meurt à la Bastille. Il est enterré quelques jours plus tard dans le plus grand secret sous le nom de Marchiali, dans le cimetière Saint-Paul. Cet homme d'une 50aine d'années a vécu en prison pendant au moins 20 à 30 ans. D'abord à Pignerol, une forteresse située entre Briançon et Turin jusqu'en 1681. Il a été transféré ensuite dans le Piémont, puis à Sainte-Marguerite, aux îles de Lérins, jusqu'en 1698. Enfin à la Bastille, où il a terminé sa vie. Toujours sous la surveillance depuis le départ du même geôlier.
Bénigne d'Auvergne, dit Monsieur de Saint-Marc, ancien mousquetaire. Le mec, il a suivi pendant 30 ans. Donc, je sais pas ce qu'ils faisaient ensemble, mais enfin bon, ça a duré quand même assez longtemps. 8 ans après sa mort, la princesse Palatine, belle-sœur du roi de France, le fait sortir de l'anonymat en le présentant dans sa correspondance comme un milord anglais qui aurait comploté contre la France. C'est une première explication. Alors ensuite, il y a la littérature. Première spéculation, c'est ça qui est génial. Ouais, ça suppute beaucoup, comme dirait Madame Chopin. La légende, la littérature vont s'emparer également du personnage et il va devenir célèbre sous le masque de fer. Mais alors, c'était pas un masque de fer, hein, je vous rassure. C'est le pauvre, s'il aurait été scaphandrier toute sa vie, ça aurait été un peu compliqué. C'était un masque de velours noir. Alors, on a aussi dit que c'était peut-être le frère jumeau de Louis XIV. Ouais, c'est le film avec l'adaptation ciné avec DiCaprio. Voilà, c'est Voltaire donc qui avait dit ça. Ou alors le fils adultérin d'Anne d'Autriche et du duc de Buckingham. Il y a beaucoup de Miller aussi, on ne sait pas si ça c'est entre la France et la France ou la France et l'Angleterre. Et puis on pense aussi qu'il était un bâtard du roi Charles II d'Angleterre, le comte de Vendermois. Alors, pourquoi il est devenu célèbre? Parce que c'est Alexandre Dumas, évidemment, qu'on a fait il en parle dans son roman Le Vicomte de Bragelonne. Et là, son hypothèse, c'est le frère jumeau de Louis XIV. On lui a donné plein d'identités au masque de fer. Une cinquantaine, je crois. Ouais. Alors, pour le moment, on ne sait toujours pas qui c'est. C'est comme ça que tu termines. Le suspense. Je sais pas. En fait, faut pas qu'il fasse ce que je vais faire de lui. Et voilà. Et on sait pas qui c'est. Non, mais j'aurais pu dire plein de choses. Mais vas-y. Ça t'intéresse vraiment? Non, parce qu'en fait, moi, j'ai créé une chaîne pour qu'on parle pas, donc voilà. Alors, il y avait une autre hypothèse, c'est l'historien Jean-Christian Petit-Fils qui évoque l'hypothèse d'un certain Eustache d'Angers, qui était valet de son état, mis au secret pour ne pas avoir dévoilé la conversion secrète du roi Charles II d'Angleterre au catholicisme. D'accord. Monsieur de Saint-Marc, fâché de n'avoir plus qu'un valet à garder après avoir été sous sa férule, le Sirin intendant Fouquet et le duc de Lauzun, qui est aussi dans l'opération, aurait lui-même monté la mystification du masque de fer pour se donner de l'importance. Cela dit, la plupart des historiens s'accordent aujourd'hui pour reconnaître dans le masque de fer un agent double. Oui, parce qu'on a dit ça aussi, Voilà. ça aurait pu être un agent secret, un agent double. Le comte Ercole Maccioli. Et ça, moi, c'est marrant, parce que là, pour le coup, Louis XIV, t'as des gens, des espions, des agents doubles, et tout ça. En fait, c'est ça qui est génial, quoi. Parce que si c'est un agent double, tu l'exécutes, c'est-à-dire que, enfin, la question, c'est pourquoi on l'a gardé en vie si longtemps, et surtout, pourquoi on l'a gardé en vie en ayant des égards, parce que quand tu vas... Parce qu'il était visité par plein de gens, il y a des gens qui l'ont visité, il était visité, et quand tu vas sur la forteresse de Sainte-Marguerite, moi j'y suis allé plusieurs fois, c'est des corps de bâtiments qui sont assez luxueux. Oui, c'est pas une prison, c'est pas une prison, le gars, c'est l'île de Sainte-Marguerite, et t'as vraiment des corps... En fait, il était plutôt en exil plus qu'en prison. Des corps en résidence surveillée, avec des corps de bâtiments qui sont pour le coup importants, quoi. Donc, il y a une autre théorie qui dit que il serait parti, c'est-à-dire qu'il était remplacé par quelqu'un. Il aurait profité pour s'occuper. Oui, qu'en fait, on aurait changé le bonhomme, quoi, à un moment donné. Donc, il y avait un mec qui dit, tiens, j'aimerais bien mettre c'est une histoire incroyable. Nourri, logé à la Bastille, ça devait être sympa. Oui, c'est ça. Mais en plus, jusqu'au 14 juillet 89, c'était sympa. On dit qu'il n'avait pas tout le temps son truc, hein, c'est-à-dire qu'il le mettait que lorsqu'on le visitait, etc. Donc, c'était assez particulier. Quand tu vas sur les îles de l'Érins, en fait, il y avait toute une vie qui était organisée autour de ce gars, quoi. Bah oui, c'est pas mal quand même. C'était incroyable. Les dossiers expliqués. Dans un instant, on va évoquer le mystère de la Marie Céleste avec notre ami Thierry Penin. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que le lundi, avec Sieur, Jocelyn F. Keller et François, on vous attend pour vos témoignages. Vous avez vécu peut-être quelque chose d'extraordinaire, peut-être que vous n'arrivez pas à en parler autour de vous, à vos amis, votre femme, votre chien, votre chat, en tout cas tout le monde, peut-être vous le pensez, se moquerait de vous. Eh bien, nous sommes là pour vous écouter. Comme je le dis, qui le ferait si nous ne le faisions pas? La libre antenne, c'est ça. Vous n'avez jamais osé raconter votre rencontre avec le paranormal? La libre antenne BTLV est faite pour ça. 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr.
C'est un vrai moment de plaisir pour nous de vous écouter parce qu'effectivement, et souvent de soulagement pour vous, parce que vous le faites en tout anonymat, comme l'a dit la grosse voix, et vous pouvez bien sûr nous contacter à tout moment, soit rédaction@btlv.fr, soit au 01 86 22 21 20. Si on ne décroche pas, il y a un répondeur, vous laissez vos coordonnées et on vous rappelle. Ce soir, ce numéro des affranchis de l'info est un peu particulier. D'habitude, il y a une question, là il n'y en a pas. On est juste là pour évoquer des dossiers d'expliquer et on va continuer à le faire avec Thierry sur l'énigme de la Marie-Céleste. Alors, si François tout à l'heure a commencé l'émission en te demandant une augmentation, je voudrais juste te demander une imprimante, puisque je n'ai pas pu imprimer, donc je vais avoir besoin de... Alors, c'est pas ma faute. Non, tu vas te tourner vers le réalisateur Mathis, qui est là, qui a imprimé un livre. Donc, en fait, 150 pages et en couleur. Donc, demain, je suis obligé d'aller acheter des cartouches et tout. Voilà. Donc plains-toi à la direction de la réalisation. J'ai pu prendre quelques notes d'un article qu'on avait mis en ligne sur BTLV il y a quelques temps, sur justement, et de l'encre, il va en être question, mais pas la même, sur le Marie-Céleste, le célèbre bateau fantôme. Pourquoi est-il célèbre? Et d'ailleurs, c'est maintenant un petit peu le synonyme des disparitions mystérieuses et inexpliquées. Le Marie-Céleste, il a été retrouvé, effectivement, après une carrière très compliquée, en 1872, le 4 décembre, au large des côtes du Portugal, sans équipage. Le capitaine, ses hommes, sa famille qui est avec lui, ont disparu de ce bateau à 2 mâts sans laisser aucune trace. Ça, c'est fabuleux aussi. On va se baigner, les gars. Ah, on oublie l'échelle. Tout a été dit, il y a eu beaucoup d'encre à couler sur cette histoire. Voilà, il a une carrière incroyable. Ça s'est toujours mal passé pour ce bateau. À sa première sortie, la coque est abîmée. Il y a eu un incendie. Il est maudit, quoi, le truc, quoi. Le truc n'est pas maudit, mais toutes les personnes qui l'ont acheté pour faire des affaires, puisque c'était effectivement un bateau de transport, n'ont soit jamais réussi à faire des affaires, donc soit carrément ils coulaient leur boîte avec cette histoire. Quoi. Donc ça n'a jamais marché. Le Shkumun, le truc. Quoi. Le truc à la Shkumun, jusqu'au jour où il est revendu 3 000 € aux enchères à New York, il fallait s'en débarrasser. Il y a quand même un dernier achat, et effectivement. Mais il est en bonne santé, le bateau? Enfin, oui, il a même été... Il s'appelait comment, Jocelyn, au début son nom précédent? Oui. Je l'ai lu dans ton article, mais là, enfin bref, il a été... c'est marrant parce qu'il a été renommé le Marie-Céleste, justement, un petit peu pour son dernier... Non, le bateau était très bien. Voilà, pour répondre à ta question, le bateau était nickel. Donc, quand le mec l'a acheté, il était nickel. Quoi. Voilà, ils l'ont relooké, quoi. Voilà, ils l'ont et il vogue, là, Ah non, là, il est... non, c'est fini. Alors, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. D'accord. Et là, les seules nouvelles qu'on pourrait avoir, c'est des personnes qui auraient vu sous l'eau, étudié sous l'eau, comme les sous-marins, une épave qui serait faite avec le même bois, qui aurait la même forme. On ne sait pas du tout si c'est le Marie-Céleste, mais voilà, c'est étudié. En tout cas, voilà, tout a été raconté, tout a été avancé. Des pieuvres géantes, mais le bateau... Ah oui, les hypothèses, c'est ça? Les hypothèses, alors voilà, les hypothèses, on pourrait en donner après, des centaines. Il y a aussi des détails qui ont été ajoutés après pour un peu enjoliver l'histoire. À savoir qu'on avait retrouvé les repas, enfin comme si ils venaient de manger. Voilà, ils venaient juste de préparer le repas, tout était en ordre, tout était bien rangé, etc. C'est sans doute pas vrai, mais bon. En tout cas, le bateau est un bateau qui a une bonne forme. Et quand ils le retrouvent, apparemment, d'après les archives, d'après les esquisses, d'après les témoignages, le bateau n'est pas explosé, quoi. Le bateau est un bateau, quoi. Après, c'est toujours étonnant, effectivement, que tout un équipage, toute une famille, qui est plus rien, quoi. Ça, c'est un truc. Il y a sans doute une explication rationnelle, mais il faut la trouver, c'est ça. Et il n'y a pas eu de vol. Il n'y a pas eu de... en quelle année? Alors, c'était 1872, quand ils l'ont retrouvé, effectivement. Non, c'est toujours étonnant de voir ces disparitions. Et tu as énormément de dossiers inexpliqués comme ça sur l'eau. Enfin, moi, les 3 endroits, pour moi, sont les plus à privilégier, on va dire. C'est l'eau, la montagne et l'air. Voilà, c'est là où il se passe des trucs bizarres parce que c'est souvent désert, il n'y a personne. Et quand il se passe un truc, on ne peut pas savoir parce qu'il n'y a personne. On ne peut pas enquêter presque là, du coup. Moi, sur BTLV, j'avais raconté, il faut le chercher dans les archives, l'histoire du yacht, le CAS 2.
en Australie avec ils étaient 3 ou 4 pêcheurs dessus. Et pareil, ils étaient partis pêcher et on a retrouvé le bateau, mais sans les pêcheurs. Et on ne sait absolument pas ce qui leur était arrivé. C'est-à-dire qu'il y a une douzaine d'hypothèses, mais il n'y en a aucune qui tient. Moi, j'ai fait plusieurs croisières en famille, soit sur des catamarans, soit sur des monocoques. Et ma grande angoisse, quand on était en pleine mer, c'était mer d'huile où on se baignait, je me disais l'échelle. Ouais. Je me disais, il faut toujours C'est arrivé, hein. Oui, je sais que c'est arrivé. Les gens n'ont jamais, ils sont tous sautés à l'eau pour se baigner, ils n'ont jamais pu remonter. Personne n'a mis l'échelle. Et alors, ça a toujours été ma grande angoisse. Et puis de se dire, alors, on avait toujours la prudence de se dire, il y en a toujours un qui reste à bord, évidemment. Et normalement, il faut. Et même quand c'est mer d'huile et que ça semble ne pas avancer, il y a quand même un truc. En contact direct avec notre ami Mathias Leboeuf. Mallory Clément? Oui, non, un autre, Mallory Crépieux. J'allais faire une blague sur Dupont de Ligonnès, qui n'a pas été retrouvé non plus. Il s'est mis à parler lui. Synchronicité entre vous deux. Il y a Sylvia qui est persuadée, ça fait beaucoup, en tout cas, elle intéresse beaucoup, Dupont de Ligonnès. Parce que c'est pas vieux, et puis on en a encore parlé cet été. C'est une histoire incroyable aussi, quoi. L'histoire est incroyable. Sylvia, il est aux USA. D'ailleurs, Netflix avait fait un super documentaire sur Dupont de Ligonnès. Pour Jean, concernant les films sur les plongeurs oubliés, il n'y a aucun mystère puisque ces eaux sont infestées de requins blancs. Donc c'est pour ça qu'on ne les retrouve pas. Il y a Christophe qui voudrait avoir des nouvelles des nains velus du Venezuela. Il veut savoir ce que c'est que cette histoire. Voilà. Regardez, abonnez-vous à BTLV. Il y a une émission avec Egon Kragel. C'est 2 histoires, 2 jeunes à chaque fois, à 1 mois d'intervalle, qui sont à vélo et tout d'un coup voient des lumières dans le ciel, un truc qui se pose et en sortir des petits nains velus. Donc voilà, des petits nains velus. Déjà nains, c'est pas grand, mais un petit nain et velus. Et en fait, ils sont effrayés, ils se battent avec leurs fusils, avec tout ce qu'ils ont, etc. Et ils arrivent au commissariat, ils sont en lambeaux et ils disent on a été attaqués.